bonjour tout le monde. Il s'installe. Il y a 3 semaines déjà, Gabriel Attal était nommé Premier ministre. Le 11 janvier dernier, nous avons eu notre première salve du remaniement. Mais il y a des paquets de ministres non remplacés. On va peut-être aller les chercher dans le privé avec une option manif pour tous, de préférence. La mise en examen est en option, mais c'est quand même un petit plus, je crois. Et puis on a découvert sur Mediapart toujours que certains des ministres non remplacés avaient décidé de squatter chauffeurs, logements de fonction et organiser même des dîners privés dans les ministères. Il y a celle qui a été nommée alors qu'elle risque d'être renvoyée en correctionnel pour corruption passive et qui est en fait sur les starting blocks pour la mairie de Paris. Puis il y a la ministre déléguée en charge de l'égalité qui recevait des militantes transphobes dans son ministère. Et plein de ministères à découvrir encore. Donc pour parler de cette nouvelle saison de Secret Story, avec nous avons Ilyes Ramdani. Bonjour Ilyes. Salut Tariq. Et ben on lance le générique et puis on papote pendant 2 heures. Abonnez-vous. Hop là. Bon, alors, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Les gens qui nous regardent pour la première fois, abonnez-vous. C'est l'émission Twitch de Mediapart, qu'on fait tous les lundis à 19h en alternance avec Anna et moi à la présentation. Et on invite les journalistes, les salariés de Mediapart qui font Mediapart au quotidien pour parler de leur métier, de leur parcours et de leur sujet d'expertise. Voilà. Aujourd'hui, dans le chat est modéré. On a Cropule, donc Vincent qui est là, qui doit déjà être par là, il me semble. Donc, si vous avez besoin d'envoyer des liens ou si vous avez des choses à nous transmettre, c'est par lui que ça passe, parce que moi, je suis déjà bien occupé. Vous évitez d'être raciste, sexiste, homophobe, tout ça, c'est toujours mieux de vous insulter. Mais bon, je le dis tout le temps et en fait, dans le chat, les gens sont gentils. C'est toujours mieux de vous insulter. C'est toujours mieux de ne pas s'insulter. Ah oui, je croyais que c'est d'accord. J'ai fait une double négation déjà. Ouais, bah alors insultez-vous, insultez-nous. Aujourd'hui, c'est émission spéciale, c'est le ring. J'ai dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit? On n'est pas monétisé. Cette chaîne n'est pas monétisée parce que bon, on pense que Amazon, à qui appartient Twitch et Jeff Bezos ont déjà bien assez d'argent, et que si vous voulez soutenir cette émission et tout le travail de Mediapart, il vaut mieux s'abonner. Et comme on est archi sympa, on a une offre spéciale juste en dessous de cette vidéo si vous nous regardez en direct, avec 1 mois gratuit complet, sans avoir besoin de mettre sa carte bleue, sans renouvellement, sans frais cachés, je pourrais dire plein de trucs comme ça. Donc il n'y a pas de bonne raison de ne pas, double négation, s'abonner à Mediapart. Donc abonnez-vous. Voilà, j'ai dit tout ça. Est-ce que on va, avant de commencer la revue de presse, enfin la revue de ce qu'il y a sur Mediapart, est-ce que tu peux déjà rapidement te présenter, Ilyes, nous dire si tu as toujours été journaliste dans ta vie, si tu as fait des études de journalisme. Depuis la grande section. C'est ça. Me présenter, que dire? Donc je m'appelle Ilyes, je suis journaliste au pôle politique de Mediapart. Et donc moi, mon travail ici, c'est de suivre notamment le petit bonhomme qu'on voit, a.k.a. le président de la République. Petit bonhomme. Oui, parce que là, en l'occurrence, la poupée, tout honneur, est un petit bonhomme. Donc, la couverture de ce qu'on appelle l'exécutif, c'est-à-dire le président et le gouvernement. Voilà, après avoir suivi la droite, la campagne de Valérie Pécresse, depuis la réélection d'Emmanuel Macron, je suis au marquage individuel de sa personne. Tout à fait. Donc, c'est la première grande révélation, c'est que si tu as suivi la droite avant et que tu ne la suis plus, ça veut dire que tu penses que le gouvernement n'est pas de droite. On peut aussi penser à l'inverse, que c'est une forme de continuité après avoir suivi la droite traditionnelle, de suivre... Très bien. Est-ce que toi, tu as été journaliste ailleurs avant? Quand est-ce que tu es arrivé à Mediapart? Je suis arrivé à Mediapart en 2020, donc ça fait bientôt 4 ans. Juste avant, j'étais rédacteur en chef d'un média qui s'appelle le Bondi Blog, avec lequel Mediapart est partenaire. Ouais. Donc c'est en fait comme ça que je suis arrivé, puisque j'avais déjà un petit pied, quelques orteils, on va dire, à Mediapart. En tout cas, je venais souvent, je présentais une émission qui s'appelle Quartier Direct, qui existe encore et qui est toujours présentée par le Bondi Blog. Donc voilà, je connaissais
bien la rédac, je venais souvent, et puis j'ai passé le cap en 2020. Et voilà, et avant ça, j'ai fait d'autres trucs, du journalisme sportif, de la politique déjà, beaucoup de travail sur les quartiers populaires. En fait, j'ai commencé avec ça. Voilà. Trop bien. Je te propose qu'on passe à ce qu'il y avait dans Mediapart cette semaine, même si je ne vais pas faire tous les articles évidemment, hein, mais une petite sélection. Hop. Qu'y a-t-il sur Mediapart ? Et c'est parti, on commence avec la une de Mediapart. Alors vous l'avez vu, la dernière nouvelle, c'est le Modem. 8 condamnés et Bayrou relaxé. On en parlera probablement un peu de Bayrou et du Modem. Hein, toujours un plaisir. Hop. Alors, cette semaine, donc, ce fameux article de Michel Deléan, tout en condamnant le mouvement démocrate, ses trésoriers et d'anciens députés européens dans l'affaire dite des assistants parlementaires. Le tribunal correctionnel de Paris a accordé une relaxe au président du parti centriste, faute de preuves. Sinon, donc, une série toujours Gaza, testée et approuvée, la bande de Gaza, zone d'essai pour les armes israéliennes. C'est un article de Gwenaël Lenoir. Donc, l'armée israélienne ne s'en cache pas. Des armes nouvelles ainsi que des algorithmes sont utilisés pour la première fois dans la bande de Gaza. La guerre contre le Hamas est également une vitrine du savoir-faire israélien en la matière. Toujours à Gaza, guerre à Gaza, la passivité politique l'emporte sur le droit international. C'est une analyse de Rachida, non pas du tout, de François Bougon, de Fabien Escalona et Jérôme Ourdeau. International toujours contre Vladimir Poutine, l'opposition russe tente de fissurer la vitrine. C'est Estelle Levresse qui nous écrit ça. Et au Sénégal, le président Macky Sall plonge le Sénégal dans la crise. 3 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle à laquelle il ne pouvait pas se présenter, le chef de l'État sénégalais a reporté le scrutin. Comment on dit Sinédié, je connais pas. Latin, ça veut dire LV2, c'est genre au calanque grec comme disent les vieux. Ok. Et moi je préfère les calanques. Ah ouais. Ouais, calanque c'est marseillais, tu vois. Genre. Ouais, c'est presque ça. C'est la version athénienne. Ouais, on en apprend c'est genre à reporter le scrutin indéfiniment, quoi. Et ben voilà, aujourd'hui c'est une émission spéciale Becherel pour moi. Donc une partie de l'opposition, Vent debout, parle d'une régression démocratique inédite. Voilà, tout va bien à l'international. J'en parlais dans l'intro, c'est le papier sur Philippe Viguier, ancien ministre devenu squatteur aux frais de la République, de enquête de Antoine Rouget et Hélène Salvi, avec la photo qui est restée en une quelques jours, que j'adore. Ne serait-ce que pour cette photo, vous devez lire cet article. Et on saura bientôt peut-être s'il reste ou pas, mais il semble que non en fait. Hein. Il a été... Là, le plus probable est qu'il parte. Ouais. Assurance chômage. Cécile Hautefeuille, qu'on a reçue dans cette émission il n'y a pas longtemps. Assurance chômage, les scénarios du gouvernement pour un nouveau saccage. L'exécutif étudie des pistes de réduction des droits au chômage, parmi lesquelles une baisse supplémentaire de 20% de la durée d'indemnisation et un durcissement des règles concernant les seniors. Juste après la réforme des retraites, c'est quand même dommage. Hein. Mediapart a eu accès aux chiffrages établis par la DARES, l'Institut statistique du ministère du Travail. Ensuite, logements sociaux. C'est probablement les mêmes personnes qui sont concernées. Hein. Plus rien ne gênera la préférence communale dans les attributions. Alors pour le politiste Fabien Desage, les annonces de Gabriel Attal sur la loi SRU s'inscrivent dans le sillage d'un long et méticuleux contournement de la loi sur le terrain, même lorsqu'elle semble appliquée. Donc ça, je pense que vous avez un peu suivi cette question du logement dans les annonces de Gabriel Attal. On y reviendra probablement bientôt étant probablement dans le mois avec Lucie Delaporte dans cette émission, parce que il y a de fait une crise du logement et des attaques politiques dans le même sens. Et de l'autre côté, Amélie Oudéa-Castéra est bien le symbole d'une caste de privilégiés. Vous avez vu, hein, j'ai fait exprès de mettre d'un côté les pauvres et de l'autre les privilégiés. Il y en a là-dedans. La ministre de l'Éducation et des Sports, et des JO et des Paralympiques, tout ça, a publiquement nié incarner une caste de riches déconnectés du quotidien des Français. Mais ses nombreux liens avec les entreprises du CAC 40, grâce auxquels elle a engrangé des centaines de milliers d'euros, plaident contre elle. C'est donc Mathias Thépaut du service économique et social
de Mediapart qui a écrit cet article. Ensuite, inflation. Alors, on va au moins cher. L'inflation pousse la France dans les bras d'Action. Action n'étant pas un groupuscule trotskiste, c'est le magasin à bas coût. Ouais. À Bakou en Azerbaïdjan. Non, Bakou. pas du tout. Ouais. Il y a des mots comme ça, c'est comme bas âge. Quand j'étais petit, je croyais que les enfants en bas âge était un seul et même mot, tu vois. Ah ouais. On continue sur le Becherel et sur mon incapacité à parler français. Ouais, c'est clair. Plein de révélations. Mais allez lire cet article de Redidja. Hausse de l'électricité, on en a parlé la semaine dernière et je vous invite, pour les gens qui n'étaient pas avec nous, à aller regarder le replay de l'émission Abonnez-vous de la semaine dernière avec Martine Orange. C'était vachement bien et elle nous a expliqué pourquoi l'électricité augmentait, quelles étaient les dynamiques derrière et les politiques derrière et les responsabilités derrière. Eh bien, vous avez la suite, un peu le bonus de notre émission ensemble. Et suite toujours de l'affaire sur le député de droite qui n'hébergeait pas, qui logeait dans un box un jardinier. Le SDF vivait dans le taudis d'un député, la version de l'élu mise à mal après la révélation du décès d'un SDF logé dans un box appartenant à Michel Herbillon. Cet élu, Les Républicains du Val-de-Marne, a mis en cause son agence immobilière qui ne l'aurait pas prévenu de la présence du septuagénaire. Contacté par Mediapart, l'agence conteste sa version. Je vous invite à lire cet article et encore une fois à lire le premier qui déjà est très intéressant pour ce qu'il raconte, etc., mais qui en plus avait une écriture un peu originale pour Mediapart, avec leurs deux vies croisées. Il parlait d'abord de la vie de ce monsieur, et puis celle du député, puis du monsieur et tout. C'est très intéressant. Et voilà, Nancy, encore, la dernière, la loi SRU, mais j'en ai déjà un peu parlé, une régression unanimement dénoncée. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, papier de Lucie Delaporte sur la loi SRU. Et désormais, on va pas changer de sujet, puisque on va parler du remaniement de nos différents ministres et tout. C'est impressionnant la logistique. T'as vu ça, on fait tout. Ça y est, cette fois-ci. Vincent en direct, il met les liens dans le chat. Toi, ça goupille, c'est incroyable. Ouais, on prend le métier de 5 personnes. C'est l'ubérisation d'aller libre, en fait. On fait abonnez-vous moins cher, en fait. C'est dumping social. Okay, voilà. Eh bien, écoute, je vois qu'il y a les premières questions. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu, avant qu'on commence sur le gouvernement et tout, sur toi, tu es donc au pôle politique de Mediapart. Tu nous présentes un peu tes collègues. Ils l'ont tous fait avant toi, enfin quasiment. Ils t'ont présenté à chaque fois qu'ils sont passés. Okay. Maintenant, c'est ton tour. Tu dis du bien, un point positif, un point négatif de chacun de tes collègues. Waouh. Sachant qu'il y en a 2 qui sont juste là, donc eux, je vais les faire après, en espérant qu'ils partent, qu'ils m'entendent pas dire du mal d'eux. Alors, donc le pôle politique à Mediapart. Dirigé par Hélène Salvi, qui a suivi le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et qui désormais coordonne ce pôle. Fabien Escalona, qui n'était jamais passé dans Abonnez-vous, Fabien ? Si, il est passé avec le portrait. Déjà passé dans Abonnez-vous, qui est spécialiste des idées en politique, de la gauche, de la social-démocratie, de plein de choses, chercheur en sciences politiques de son État. Pauline Grohl, qui suit le Parlement, qui a suivi la gauche, qui suit désormais le Parlement. Mathieu Dejean, qui suit la gauche. Youmni Kezouf, qui est en train de s'enfuir, qui couvre l'extrême droite. Sa passion. Pour Mediapart, sa passion. Il n'a pas dit non. Et voilà, j'oublie personne. Voilà. Grand imitateur de Stéphane Bern, nous dit-on, de Fabien Escalona, je crois. Oui, très connu pour ça. Tout à fait, mais il l'a fait ici même. Grand imitateur tout court. Tout à l'heure, il nous a fait Jean-Michel Apathy, on peut le dire. Oui, et dans un prochain Abonnez-vous, il viendra le faire. Tout à fait. Très bien. Et du coup, sur ce remaniement, donc là, il y a une première question. Est-ce que c'est donc de Terence ? Est-ce que c'est la première fois qu'il faille attendre aussi longtemps pour connaître la composition complète d'un gouvernement ? La réponse en un mot, c'est oui. On a battu le record jeudi sur la 5e République. Ouais. Et qu'est-ce que cela peut signifier ? Un vivier macroniste très pauvre, le désir des gens de ne pas s'embarquer dans une galère du second quinquennat. Moi, je rajouterais, mais peut-être qu'ils prennent le temps de choisir des personnes sur lesquelles Mediapart ne pourrait pas travailler, n'est-ce pas ? C'est une bonne question. Il y a un peu de tout ça dans les suggestions de Terence. Il y a un peu de tout ça. Il y a effectivement
un vivier qui est assez faible. C'est un mouvement politique qui a construit, en fait, paradoxalement, assez peu d'alliances, qui a peu d'élus locaux, euh, enfin, voilà, qui repose sur un vivier de ministrables, entre guillemets, ou en tout cas d'hommes et de femmes politiques, de militants, d'élus locaux assez faibles. Et il y a aussi une forme quand même de... C'est lié au fonctionnement du pouvoir, quoi. C'est-à-dire à la fois une désorganisation, une sorte d'improvisation permanente où on rattrape les événements au fur et à mesure. Et c'est lié au fait que c'est très centralisé autour de la figure du président de la République, que finalement c'est lui qui choisit 90 ou 95% des ministres qui vont composer son gouvernement, qu'il décide souvent seul ou en très petit comité, et ce qui rend compliqué à la fois l'anticipation et l'enchaînement un peu classique en Ve République, de l'annonce du Premier ministre et de l'annonce d'un gouvernement complet quelques jours après. Là, effectivement, tous les modèles habituels n'existent plus, puisque qui s'appelle la Macronie, quoi. Ouais. Et donc déjà, peut-être pour revenir au début, la nomination de Gabriel Attal, Ouais. est-ce que c'était quelque chose qui était prévu? Est-ce que c'est quelque chose... Enfin voilà, il y avait plusieurs... Ouais, effectivement. C'est drôle parce qu'après coup, une fois qu'il a été nommé, les conseillers de l'Élysée, etc., ont essayé de nous dire non, mais en fait, c'est à lui qui pensait depuis des semaines, juste qu'on l'avait bien caché, etc. Le plus probable, et avant sa nomination, donc il est nommé de mémoire, enfin, ça se concrétise lundi après-midi, à la rentrée. C'est lundi à 10h, personne, c'est-à-dire conseillers, ministres, nos différentes sources, et aussi parmi les journalistes, personne ne parlait de Gabriel Attal à Matignon. Il y a eu Sébastien Lecornu, il y a eu Julien de Normandie, il y a eu un moment Richard Ferrand qui a été évoqué. Et puis lundi, vers 11h, midi, tout le monde a commencé à parler de Gabriel Attal. La rumeur est arrivée, parce que c'est le moment en fait où lui a été mis au courant de façon concrète. Et en 2 heures, tout s'est emballé autour de lui. Il a été nommé Premier ministre. Et c'est assez symptomatique quand même de... Ça raconte aussi, lui, forcément, il ne s'était pas préparé à ça. Il était parti pour rester au ministère de l'Éducation. Et on est loin des schémas, même il y a encore 10 ans, Manuel Valls, quand il arrive à Matignon, ça fait 6 mois, 1 an qu'il prépare et qui sait qu'il va être nommé Premier ministre à un moment ou à un autre. Là, Gabriel Attal, il n'avait jamais anticipé ça. Il arrive à un moment où il y a tout un tas de sujets, notamment la transition écologique, qui est censée être au cœur de son action, qu'il ne connaît pas, c'est quelqu'un qui a travaillé uniquement dans des cabinets ministériels, qui est très jeune, qui est assez peu entouré en fait. Et donc, c'est assez symptomatique de la pratique du pouvoir du chef de l'État. Ouais, n'hésitez pas à poser vous-même vos questions, sinon moi je continue. Mais déjà sur le tout début, donc avant les nombreuses affaires dont on va parler évidemment, Oudéa Castéra, etc. Déjà, il y avait donc cette première figure avec l'histoire de il n'a pas bougé de son arrondissement, là, il a été à l'école alsacienne, puis ensuite il a fait, comme tu disais, des cabinets, tout ça. Est-ce que ça c'est original, ou est-ce que en fait, avec les autres ministres, c'est rarement des travailleurs et des gens hors de Paris. Or, il y avait une volonté, il me semble, et j'ai l'impression que c'est un peu un des enjeux pour demain, enfin pour quand il arrivera le remaniement, mais d'avoir aussi des gens des territoires, etc. Est-ce que ça, c'était un truc? En fait, ça a toujours... c'est depuis plusieurs décennies, le personnel politique national et parisien a fait les mêmes écoles, etc. C'est un mouvement qui est pas arrivé avec Gabriel Attal, si on est tout à fait honnête. Là, on a quand même avec ce gouvernement le paroxysme de toutes les vicissitudes, de tous les reproches qu'on pouvait faire au gouvernement des 20, 30, 40 dernières années. Là, on a vraiment le paroxysme de ce truc-là. C'est quand on parle de gouvernement parisien, professionnel de la politique, etc. Là, on a la quintessence de ce truc-là. Et par ailleurs, même des personnalités politiques qui étaient évidemment parisiennes par leur parcours, y compris des gens comme Alain Juppé, des gens autour de... je parlais de Manuel Valls, des gens comme Laurent Fabius, ils sortaient pas de leur usine de province. C'était des gens qui avaient fait les mêmes écoles, qui étaient issus d'un sérail quand même, qui est pas né avec Gabriel Attal. Mais il y avait quand même au moins, dans 9 cas sur 10, un passé d'élu local. Une élection, une confrontation au suffrage universel, un mandat exercé sur le terrain. On en pense qu'on veut, mais quand même... Alors, c'était souvent des mandats cumulés, d'ailleurs.
mais c'était quand même un petit ancrage local. Là, on a affaire à des gens qui... Alors, Macron l'avait théorisé au départ en disant, moi, je veux pas prendre des professionnels de la politique, je veux prendre des gens de la société civile qui ont envie de venir servir l'État en mission, qui sont des experts de leur sujet. Sauf que l'extrême inverse de ça, c'est devenu un personnel politique qui n'avait pas souvent dépassé le périphérique, quoi. Voilà. Alors, est-ce que le téléphone de Roussel va sonner? On n'est pas parti pour, hein. Ouais, non, je pense pas. Il est peut-être trop de droite. J'ai mauvais esprit. Bien sûr. Alors, là, je vois qu'il y a plein de questions qui sont arrivées. Est-ce qu'on apporte trop d'importance à ce casting ministériel, sachant que le cœur du réacteur nucléaire est à l'Élysée avec les conseillers de Macron? Est-ce que c'est Collère et Roger Petit qui ont le vrai pouvoir ou pas? Non, c'est Emmanuel Macron qui a le vrai pouvoir. Par extension, en partie, effectivement, Alexis Collère. Mais il ne faut pas sous-estimer ce qu'est un ministre. Même dans un quinquennat hyper présidentialisé, même sous Emmanuel Macron, un ministre, il gère une administration, il prend des arbitrages quotidiens, il incarne un discours politique, il fixe une ligne, il a des budgets, il a des fonctionnaires de l'État sous sa responsabilité. Et donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce qu'est un ministre. Quand bien même Emmanuel Macron, effectivement, concentre les pouvoirs de ce quinquennat. Frédérique Vidal, par exemple, qui était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sous le précédent quinquennat. Alors oui, les décisions principales sur la question des universités, elles se prenaient à l'Élysée, mais Frédérique Vidal, avec sa ligne anti-islamo-gauchisme, etc., elle a eu une influence, elle a eu un impact qu'on a souvent décrit et décrié ici. Mais un ministre, c'est pas tout à fait anodin. Ouais, complètement. Y a-t-il eu des affaires sur Attal déjà? Est-ce que... C'est une bonne question. Et c'est vrai que si on parle de scandale judiciaire ou de manquement qui est fait qui est fait parler sur les questions de probité et d'éthique, pour l'instant, dans sa jeune carrière politique, il est beaucoup passé entre les gouttes. Mais si on parle de l'affaire dont on allait parler, j'imagine, après, Oudéa Castéra, Stanislas, etc., en fait, c'est une affaire Gabriel Attal aussi, voire surtout. C'est ce qu'on a écrit. C'est Gabriel Attal qui a reçu le rapport sur Stanislas, qui a refusé de le communiquer, qui a refusé d'en faire un objet politique, de mener une action un peu volontariste là-dessus, et qui a essayé plutôt de l'enterrer. Il y a l'affaire du petit Lucas également. David Perrotin avait beaucoup bossé là-dessus, où il y a eu une enquête administrative qui a été annoncée. Mais donc juste un jeune qui s'est suicidé après un harcèlement homophobe. Tout à fait. Et là aussi, nous, c'est une affaire pour nous, c'est un sujet, pas une affaire au sens de buzz et de scandale, mais une affaire au sens, c'est un sujet d'intérêt public qui nous concerne et qui nous a concerné, qui nous a touchés ici. Et tout ça, c'est Gabriel Attal. Donc voilà, il n'y a pas d'affaire si on parle de gros scandales judiciaires ou de probité, mais il y a des sujets politiques importants. Il y a Fulgur qui demande un Premier ministre à ce point effacé et démuni face à son président de la République. Est-ce déjà arrivé ? En fait, ça dépend ce qu'on met derrière effacé et démuni, parce que il est moins effacé et démuni que ses deux prédécesseurs. Jean Castex, quand il arrive, c'est un haut fonctionnaire que personne ne connaît. Elisabeth Borne, quand elle arrive, c'est une ancienne haut fonctionnaire qui a été ministre, qui est très, très, très peu politique au sens de l'existence de la surface politique, etc., et qui est une technicienne. Gabriel Attal, à côté, il est beaucoup moins effacé et démuni qu'eux. Alors, ce qui est vrai, par contre, c'est qu'en termes de ligne politique, lui, sa ligne politique, c'est le macronisme de A à Z, originel. C'est un littéraliste du macronisme. Et ça, c'est vrai. Souvent, les premiers ministres arrivent quand même avec un ancrage politique, une existence propre, des sujets de préoccupation un peu singuliers. Lui, il arrive avec le macronisme, tout le macronisme et rien que le macronisme. Puis après, dans l'histoire, tu avais comme tout le débat sur le débat entre Sarkozy et Hollande sur je n'appellerai pas mon Premier ministre un collaborateur et tout. Et on le voit que souvent, c'est une idée qui revient sur comment dire, la latitude qui est laissée au Premier ministre. Ça, c'est un débat qui est vieux comme la Ve République. En revanche, même quand on parle de Sarkozy, quand il prend Fillon, Fillon, il arrive après 30 ans de carrière politique, avec un ancrage, avec une expérience d'élu local, avec une sensibilité qui n'est pas celle de Sarko sur tout un tas de sujets. Là, Attal, il ne peut pas se targuer de tout ça.
Alors, on a iPhone, on a beaucoup dit que tel ou tel... Ah bah, il y en a une avant, pardon. Interview d'AOC, quand j'ai vu l'interview, je mangeais, j'ai failli m'étouffer. Mais Attal était à côté. Est-ce qu'il avait une réaction sur son visage? Est-ce qu'il semblait comprendre? Je m'attendais à une parole volée après une interview. Pas à ça. Peut-être on va montrer l'article et la C'est vidéo. vraiment de la télé. Hein. Ah non, mais c'est complètement... Non, c'est pas du tout de la télé. Mais hop, Wow. l'article que tu as coécrit avec Mathilde Goannec et David Perrotin. Et on va mettre, si tu veux réécouter l'enregistrement, j'espère que ça a marché chez vous. Je l'ai écouté 200 fois, moi, Ouais, donc c'est ça ça. va. Et on est d'accord, en plus, tu dis, est-ce que vous condamnez l'homophobie? Oui, Est-ce oui. que tu condamnes l'homophobie, Ilyes C'est Ramdani? bon, t'as dit mon Allez. lapsus, on peut l'écouter. On Je l'écoute. prie de m'en excuser. Voilà, et après, on fait l'autocritique en public. Madame la ministre, une question s'il vous plaît. Sur la scolarisation de vos enfants au lycée Stanislas qu'on a appris aujourd'hui, c'est un lycée qui condamne l'homophobie, qui condamne l'avortement dans ses enseignements, qui prône la non-mixité. Est-ce que, dans votre vision de l'enseignement, ça révèle quelque chose? Non, là, vous êtes totalement dans le procès d'intention. Alors, moi, je vais vous dire, je vais pas esquiver votre question. La première chose que j'ai envie de relever, c'est que d'abord, si on commence dès le premier jour comme ça sur des attaques personnelles, c'est aussi peut-être parce que ce matin, ce que j'ai pu exprimer était assez inattaquable sur le fond. Alors très bien, on va aller sur le champ du personnel. Eh bien, allons-y. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, voilà, d'aller chercher une solution différente. On habitait rue Stanislas. Scolariser nos enfants à Stanislas était un choix de proximité. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons Bah, que moi, nos c'est enfants sûr que j'ai eu sont 200 seulement fois, donc, formés, Les gens, ils disent, ils ont avec déjà de vu, l'exigence dans la ah, maîtrise des merci. savoirs fondamentaux, qui sont heureux, qui sont épanouis, qui ont des amis, qui sont bien, qui se sentent en sécurité. Voilà, confiant. on arrête là, hein, ça suffit, vous l'avez déjà vu. Mais du coup, quand même, cet extrait qui a fait le buzz, qui a tourné partout, c'était une question de Ilyes Ramdani qui est juste là. Et pas pour rien, parce qu'il y avait une première enquête sur Stanislas qui était sortie, donc de David Perrotin, qui était sortie 2 ans avant cette nomination. Donc voilà, il n'y a pas de petit papier à Mediapart. Pour répondre à la question qui t'a été posée, les réactions autour à ce moment-là, est-ce qu'à ce moment-là, tu te rends compte immédiatement de la bourde ou quoi? Ouais, bah Bérénice, c'est plus là, mais Bérénice qui était avec moi, donc c'est Bérénice Gabriel. En fait, j'étais troublé par sa réponse pendant 5-10 minutes, je parlais pas. Et elle me dit, mais qu'est-ce que t'as et tout, genre, et parce qu'en fait, sa réponse était hyper troublante, où je me disais, mais pourquoi elle dit ça? Enfin, c'est assez nouveau, enfin, c'est pas la première ministre de l'Éducation qui a mis ses enfants dans le privé, c'est la première qui répond ça. Et ensuite, en rentrant dans la voiture, je vois les réactions sur les réseaux sociaux, etc. Et je vois à quel point ça part, mais peut-être reprendre le fil, pas raconter les coulisses, mais juste reprendre le fil de ce moment sans être trop long. Donc nous, elle est nommée jeudi soir. On apprend jeudi soir, notre collègue Michel Deléan entend un écho, etc. On apprend jeudi soir que ses enfants sont à Stanislas, directement après sa nomination. Avec David, Mathilde, on travaille à recouper l'information. Il nous faut 2 ou 3 sources pour être béton, pour pouvoir l'écrire, etc. On arrive assez vite via des canaux différents à recouper cette information, à avoir la confirmation que ces enfants sont scolarisés à Stanislas. On envoie ce qu'on appelle le contradictoire. Donc on envoie, puisqu'on va publier un article, on envoie à Amélie Oudéa-Castéra nos questions pour qu'elle puisse y répondre. C'est à la fois une question juridique, mais surtout une question d'éthique. Puisque là, en plus, quand même, c'est quelque chose qui est aux frontières de la vie publique et de la vie privée. Et donc, c'est inconcevable pour nous de balancer ça sans lui donner la possibilité d'expliquer son choix, parce que c'est politiquement que ça nous intéresse. C'est pas les enfants d'Amélie Oudéa-Castéra qui nous intéressent. Son équipe nous dit on revient vers vous. Après, on apprendra que à ce moment-là, son conseiller en communication est en vacances à l'autre bout du monde, genre. Et donc, elle est un peu désemparée et elle choisit de pas répondre.
Donc elle ne nous répond pas. On relance vendredi matin, en arrivant ici, on relance. Donc nous, l'article était prêt jeudi tard ici. Vendredi matin, on relance. Toujours pas de réponse. On leur dit, bon, là, on va publier 10h, 11h, midi. Et à 13h, on comprend qu'ils ne nous répondront pas et donc on publie. À midi, 13h. Et en parallèle, on apprend que Gabriel Attal et Amélie Oudéa-Castéra se déplacent dans un collège. On se dit, avec Denis, avec toute l'équipe en conférence de rédaction, on se dit, puisqu'ils ne nous ont pas répondu, on va aller leur poser la question. Et donc on y va. Et quand elle arrive, donc il faut savoir que c'est hyper cadré pour les journalistes, ces déplacements. On est parqué, là en l'occurrence, on était vraiment parqué derrière une barrière protégée par des policiers, donc on n'avait pas accès à Amélie Oudéa-Castéra. Quand elle arrive, je ne peux pas lui poser de questions. Et à un moment, il y a une petite ouverture à la fin du déplacement où donc je vais la voir. Elle n'est pas entourée par des caméras, etc. En lui disant, bon, on se connaît, on s'est déjà croisés, etc. Donc en lui disant, voilà, on a une question à vous poser sur la scolarisation de vos enfants. Et elle me dit, je ne vous réponds pas tout de suite. Je vais vous répondre, je ne vais pas esquiver votre question, mais on se voit tout à l'heure. Tout à l'heure, sous-entendu, au moment où il y aura toutes les caméras. Donc c'est elle qui fait le choix de répondre publiquement, etc. Ce qu'on apprend après en reconstituant, c'est que, promis, je ne serai pas trop long. Non, mais c'est passionnant. C'est que quand je la croise la première fois, en fait, elle ne s'est pas encore calée avec Gabriel Attal. Gabriel Attal, son premier jour à Matignon, il a plein de choses à faire. Il n'est pas au courant de tout ça. Et elle ne veut pas me répondre avant d'en avoir parlé avec lui. Et ils ne sont pas arrivés ensemble, en fait. Ils sont arrivés chacun depuis leur ministère dans des voitures séparées. Et juste entre le moment où je lui parle et le moment du micro tendu, donc la petite conférence de presse, elle explique à l'équipe de Gabriel Attal, etc. Gabriel Attal et son équipe vont voir le principal du collège, à Andrézy, je crois, dans les Yvelines. Et ils demandent une salle pour s'isoler. Ils ont besoin de s'isoler 5 minutes. Donc ils s'isolent, Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra, quelques conseillers autour d'eux, vraiment le premier cercle des conseillers. Et là, Amélie Oudéa-Castéra lui dit, voilà ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de répondre, je vais expliquer, je vais parler de mes enfants et tout. Et ce qu'on apprend après, c'est que Gabriel Attal, à ce moment-là, lui dit, c'est pas une bonne idée. Il lui dit, tu devrais plutôt répondre par écrit, si tu réponds le minimum, dis que c'est un choix de ta vie privée. Elle, alors, le détail de la négociation, moi, je l'ai pas. Mais il s'avère qu'en sortant, elle décide quand même, visiblement sans l'avoir prévenu, de faire cette réponse. Et quand elle commence la réponse, on voit Gabriel Attal, au fur et à mesure de la réponse, se décomposer parce qu'il comprend que ce qu'elle est en train de dire, c'est exactement ce qu'il lui a demandé en fait de ne pas dire. Pour son premier jour, Gabriel Attal, qui est quand même plutôt habile en communication, hein, objectivement, il comprend tout de suite que ça ne va pas du tout. Et on voit son visage, et on voit à un moment son conseiller dans l'extrait, le conseiller en communication qui est hyper influent autour de Gabriel Attal. Non, c'est lequel on le voit dans la vidéo. On le voit dans la vidéo, il arrive à un moment. En fait, Matignon a tout fait pour que je ne pose pas la question. Ouais. C'est lequel tu vois là, voilà, hop. En fait, on le voit arriver. En fait, au moment où je commence la question, c'est lui là. C'est lui. Avec l'écharpe bleue. Exactement. Louis Jubelin, qui est le conseiller en communication, qu'on salue s'il le regarde. Ouais. On le voit arriver et en fait, il est hyper vénère. Enfin, il est pas content que je pose la question. Il soupire et en fait, eux, à Matignon, ils ont tout de suite compris le problème. Une fois qu'elle est lancée, plus personne ne peut l'arrêter. Et donc, elle s'arrête plus. Elle fait cette réponse qui est hyper longue et tout de suite, tout le monde comprend à Matignon notamment que ça va pas du tout. Elle est plutôt satisfaite de sa réponse. Mais pourquoi je raconte tout ça, Tariq? Parce que ça a donné l'impression d'une réponse un peu volée. Elle a dit après à l'Assemblée, j'ai été entraîné sur le terrain de la vie privée par Mediapart qui m'a harcelé, en gros. En fait, pas du tout. Elle avait les questions la veille. Elle a préparé une réponse. Elle a choisi de répondre devant toutes les caméras. Donc, c'était quelque chose qui était complètement préparé de sa part. Complètement raté ensuite, mais complètement préparé. Et c'est pas du tout un piège qu'on lui a attendu. Je pense que c'est important parce que, y compris des gens dont je suis autour de moi dans mon environnement perso, ont cru à l'entendre et à voir les images que c'était presque un piège, une question volée, quoi. Et en fait, pas du tout. Waouh, c'est passionnant. On a les coulisses ce soir. Et surtout que, du coup, dans sa réponse, ce qui a le plus choqué, c'est que elle parle de l'école publique en disant du mal. Elle cite même l'école littrée, c'est ça? D'abord, ce qui est choquant... Pardon, je voulais pas... Vas-y. Non, mais ce qui est choquant d'abord, c'est effectivement la ministre de l'Éducation nationale qui explique qu'elle en a eu marre des absences dans le public.
sachant que depuis 7 ans, c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir. C'est ça. Donc là, il y a un truc, déjà, politiquement, les profs sont fous en entendant ça. Et Gabriel Attal, qui a passé 6 mois au ministère de l'Éducation nationale en essayant de cajoler un peu les profs, en les brutalisant un peu, mais en essayant quand même de construire des relations un peu de confiance, il est catastrophé. Mais le pire, en fait, dans cette réponse qu'on ne mesure pas le jour même, c'est que quand elle dit « j'en ai eu marre des paquets d'absence non remplacés », des paquets d'heures d'absence, en fait, elle ment. Et c'est ça le plus grave dans la réponse. C'est que quand elle raconte une histoire d'un enfant dans le public, traumatique, dont la scolarité est impactée par des heures d'absence, elle parle de son fils aîné qui a passé un semestre en très petite section avec une enseignante dont on a appris après qu'elle ne s'absentait pas. Il n'a pas eu d'absence. Il allait à l'école que le matin, à 2 ans et demi ou 3 ans, à l'école Littré, qui est une des meilleures écoles parisiennes, donc par extension de France. Et donc là, on a affaire non seulement à une erreur de communication, mais à un mensonge dès son premier jour. Un mensonge contre son administration, enfin contre ses administrés. Et par ailleurs, contre effectivement l'administration qu'elle a amenée à diriger. Donc c'est vraiment un extrait qui, je pense que ça va rester presque dans les annales de la communication politique, tellement c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on revient aux questions. Là, on a beaucoup dit que tel ou tel ministre était incompétent parce que trop jeune, pas du métier, etc. Mais est-ce que cet argument ne va pas dans le sens que la politique devrait être un métier et que du coup, il y aurait un parcours fléché excluant tout un chacun d'avoir un poste politique? C'est vrai. C'est vrai. Non, mais voilà. c'est une bonne question. Mais, validé par l'IS. Mais par ailleurs, il ne faut pas qu'il y ait de parcours fléché pour pas que ce soit un sérail, etc. Mais il faut, à minima, une sorte d'existence personnelle, professionnelle, d'expérience, de la vie. C'est un peu bateau dit comme ça, mais ok, on peut ne pas être un politique et il vaut mieux que ce ne soit pas des politiques professionnels, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit des gens qui aient bossé, qui aient vécu, qui aient vu, qui aient galéré. Et là, c'est pas le cas. Je regarde un peu, mais il y en a eu beaucoup. Pas que Mediapart était sur Twitch. Il y a des gens qui ne savaient pas encore que Mediapart était sur Twitch. Et ouais, bienvenue. Aujourd'hui, on parle avec Ilyes de son remaniement. Et on est là tous les lundis à 19h. Et peut-être qu'un jour, un peu plus, mais on va pas tout spoiler. Oui. Non, juste sur AOC. Ouais. Très rapidement. Là, on a beaucoup parlé de communication, etc. Le cœur du problème, en tout cas un des éléments principaux dans cette affaire, c'est que par ailleurs, c'est les choix qu'a fait la ministre dans sa vie familiale. C'est-à-dire ce qu'il faut retenir quand même au-delà effectivement de cet extrait, c'est ce qu'on a révélé ensuite. Tu as cité Mathilde Mathieu, David Perrotin, il y a aussi Antoine Rouget qui a beaucoup bossé là-dessus, tu as cité Mathilde Goannec, il y a aussi Mathilde Mathieu. C'est quand même les choix de la ministre, c'est-à-dire une ministre qui a choisi pour ses enfants des classes non mixtes, un enseignement pas seulement catholique, parce qu'en fait, il y a plein de ministres de l'Éducation nationale qui avaient leurs enfants dans des établissements catholiques. C'est pas nouveau et c'est absolument pas ça qui fait scandale. C'est le fait que l'établissement qu'elle a choisi est un établissement que sa propre administration a épinglé dans un rapport accablant pour le climat sexiste, homophobe qui existe. C'est un établissement qui codifie la tenue des femmes à un point inimaginable, enfin des jeunes filles en l'occurrence, qui sépare les filles et les garçons, qui décrit les filles comme une tentation dangereuse pour les garçons. C'est ça le choix de la ministre. Et à trop parler de communication, le risque, c'est aussi d'oublier ça. Complètement. Et puis, on avait aussi raconté dans Mediapart l'histoire de l'école Averroès et justement du traitement différencié entre cette école Stanislas où le dossier il finit pas en priorité, pour dire gentiment, alors qu'à Averroès, c'était l'inverse. Oui, tout à fait. Alors qu'à Averroès... pareil, le rapport, on n'avait pas réussi à l'avoir, mais on a compris qu'il était en fait favorable à Averroès, que toutes les inspections qui existaient au lycée Averroès étaient arrivées à la conclusion qu'avant ce rapport du préfet très proche de Gérald Darmanin, toutes les inspections de l'État étaient arrivées à la conclusion qu'Averroès respectait les valeurs de la République, respectait les attentes, respectait le contrat qu'ils avaient signé. Donc effectivement, il y a une différence. Averroès, c'est un musulman sous contrat à Lille. Sous contrat dans le Nord. Ouais, non, mais c'est sur le contrat, c'est-à-dire que... D'où la question du déconventionnement, etc. On est sur un truc... Parce que du coup, à Stanislas, il y avait aussi la question de l'enseignement religieux, donc catholique, dans le cas précis, obligatoire. Alors que ça, normalement, on n'a pas la... Et par ailleurs, ce que David a révélé dans ses multiples enquêtes sur Stanislas, c'est que non seulement l'enseignement religieux est obligatoire,
Mais la question religieuse est présente dès l'inscription. Ce qui est illégal à Stanislas, quand on s'inscrit, il y a des questions sur le baptême des enfants, etc. Et donc c'est un établissement qui, factuellement, c'est pas un jugement de valeur, ne respecte pas la loi. Ce qui n'a pas l'air d'émouvoir énormément la ministre. Ok. Ensuite, on a le FX qui demande pourquoi Dati doit-on y voir la préparation du retour de l'Élysée à Sarkozy en Dimitri Medvedev. Merci, de la politique, de la Macronie. Non. Pourquoi? Non, c'est pas... Alors certes, elle est très liée à Nicolas Sarkozy par son parcours, mais aujourd'hui, la relation entre Rachida Dati et Emmanuel Macron, elle dépasse largement Nicolas Sarkozy. Il faut y voir le coup politique réciproque d'une candidate à la mairie de Paris qui a besoin d'une alliance avec les macronistes pour gagner Paris, par ailleurs fragilisée par sa mise en examen, et à l'inverse, le coup politique d'un président de la République qui a besoin de figures de droite, qui a besoin de figures un peu connues pour que son gouvernement existe, dans une atmosphère où ils sont catastrophés par les sondages en vue des élections européennes. Donc c'est un double coup politique où chacun a trouvé son intérêt. On va voir ce que ça va donner. Et sur le deal de la mairie de Paris, c'est acté ou c'est... C'est ce qu'en tout cas Rachida Dati a expliqué à ses élus, aux élus de droite à Paris, pour les convaincre qu'elle faisait le bon choix. Elle leur a expliqué que c'était une manière de se présenter en 2026 et de battre Anne Hidalgo, puisque du coup, le président de la République ne mettrait pas de candidat face à elle. Et c'est vraisemblable, c'est tout à fait crédible. Déjà qu'à la dernière municipale parisienne, du coup, ça avait été compliqué pour les macronistes à Paris. Ouais, en fait, Paris pour les macronistes, c'était un peu l'objectif. C'était un peu l'objectif ultime, parce que sociologiquement, c'est un électorat qui, aux élections nationales, avait beaucoup voté pour Emmanuel Macron et qui paraissait idéal pour les macronistes. Ils se sont rendus compte que localement, gagner une élection, c'était pas pareil. Et que quand c'était pas la figure d'Emmanuel Macron au national, les gens en fait votaient pour la gauche, pour la droite. Donc la question en Macronie, c'était comment on gagne Paris? Est-ce qu'on s'allie avec la droite? Comment on fait pour battre Anne Hidalgo? Rachida Dati avait le même problème. Et donc ils en sont arrivés à cette forme de conclusion politicienne, quoi, d'une alliance nécessaire. Yes, alors... on repasse sur le remaniement plus largement. Comment l'administration vit-elle d'une part ce long moment d'attente pour connaître les dernières nominations ministérielles et d'autre part l'envie de l'exécutif d'avoir un gouvernement resserré avec des ministres aux compétences très larges, travail ou encore santé pour l'une, énergie, économie pour l'autre. Déjà, oui, est-ce que tu peux expliquer la base, c'est-à-dire gouvernement resserré et du coup sans ministre par exemple du logement pour l'instant, mais en fait il y aura bien des gens. Est-ce que ce seront des ministres de plein exercice? Enfin voilà, pourquoi on dit resserré si en fait on en a 14 autres qui arrivent? Est-ce que ces gens-là seront au Conseil des ministres? Ouais, bonne question. Il y a 3 niveaux au gouvernement. Il y a les ministres. En fait, il y aurait un 4e niveau qui sont les ministres d'État, mais là il y en a pas. Okay. Les ministres d'État, c'est super ministre, quoi. Okay. C'est un truc genre Alain Juppé, c'est les grands ministres. Là, il y en a pas actuellement. Il y en aura peut-être demain, mais pour l'instant, il y en a pas. Il y a les ministres de plein exercice, donc c'est des ministres tout court. Ils ont le droit à plus de collaborateurs de cabinet. Ils ont directement la tutelle du président de la République et du Premier ministre. Ils ont en général des gros portefeuilles. Et eux, ils sont au Conseil des ministres toutes les semaines. Ensuite, en dessous, il y a les ministres délégués, qui ne dépendent pas directement du Premier ministre, mais qui dépendent d'abord d'un ministre de tutelle. En général, parfois ils dépendent de Matignon, mais en général d'un ministre de tutelle. Et ça, c'est l'étape en dessous. Tu as un peu moins de collaborateurs de cabinet, tu as un secteur qui est un peu moins large, et tu es invité au Conseil des ministres uniquement si tu as une raison d'y être. Et le 3e étage, c'est les secrétaires d'État. Encore moins de membres de cabinet. En général, tu n'as pas d'administration quand tu es secrétaire d'État. Voilà, c'est le 3e niveau. Sur la première vague d'annonces, on a eu uniquement les ministres de plein exercice. Pourquoi ils disent resserré? Parce qu'en fait, c'est vrai, il y en a assez peu. Il y en a moins de 15. Il y en aura sûrement demain encore moins. En ministre de plein exercice, on sera encore en dessous de 15, je pense. Et ça permet de dire, regardez, c'est un vieux truc de la politique. Regardez, on est resserré, c'est un pack. Ouais. Parce qu'ils estiment que la multiplication du nombre de membres du gouvernement dilue l'efficacité, ça fait énormément d'interlocuteurs, ça fait des couacs de communication, ça fait tout un tas de problèmes et qu'il vaut mieux 15... En termes de couacs de communication, pas beaucoup, ils ont fait beaucoup. Ah, très bonne remarque, tout à fait.
Ça promet pour demain, quoi. Bah, demain, on aura le deuxième et le troisième étage de la fusée, c'est-à-dire les ministres délégués et les secrétaires d'État. C'est pas passionnant, mais ça va permettre quand même de voir en termes de priorité politique. Effectivement, est-ce qu'il y aura un ministre du Logement? Est-ce qu'il y aura un ministre des Transports? Probablement oui. Il y a plein de secteurs dont on n'est pas sûr qu'ils gardent un ministère ou un secrétaire d'État. Et par ailleurs, la question qui va se poser demain, c'est effectivement celle d'Amélie Oudéa-Castéra. Et par extension, celle éventuelle d'un retour de François Bayrou, qui a été relaxé aujourd'hui. Voilà. Donc en gros, pour les enjeux principaux de ce qui va se passer demain, c'est cela. Ok, pas de boule de cristal, mais du coup, pour l'instant, où est-ce qu'on en est sur... Parce que j'ai cru comprendre que Oudéa-Castéra, c'était très compliqué de la garder, mais c'est aussi très compliqué de la virer. Quels sont les échos que tu as pour l'instant Je sais pas si ça vaut le coup de faire ça ou pas. Alors, là, il y a quand même un truc... pendant un moment, pendant les premiers jours, les gens nous disaient, bon, là, elle est morte, elle va changer, ou elle va démissionner d'elle-même, elle va jeter l'éponge. Elle a fait savoir très vite, et je pense sincèrement, elle a dit, moi, je démissionnerai pas. Elle est originale. Elle est venue... de démissionner. Pour le gouvernement macroniste, il y en a peu, à part... Ah oui. Ouais, effectivement. Ça fait depuis Bayrou que plus personne n'a démissionné, en fait. Si. Alors, si, sur l'immigration, il y en a eu une demi. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. Et il a pas fait... devant la multiplication de révélations, devant le côté un peu intenable du truc, elle aurait pu dire ok, je jette l'éponge, etc. Elle a dit très vite, moi, je ne jetterai pas l'éponge. Donc, la seule possibilité pour la sortir, c'était qu'Emmanuel Macron change de ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Pendant un moment, les gens ont dit Macron est quelqu'un qui ne jette pas ses ministres quand ils sont attaqués par la presse, il va rester fidèle, il va la garder, etc. Là, honnêtement, peut-être ça va très mal vieillir comme phrase, mais il y a plus grand monde qui pense qu'elle peut rester. Il y a encore des gens qui pensent qu'elle peut rester, mais ils sont très minoritaires. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la grève des profs, il y a eu les interventions médiatiques à répétition, encore une interview sur TF1 il y a quelques jours, à la matinale, qui aggrave, exactement, dans Bonjour, la nouvelle matinale, qui aggrave la situation d'Amélie Oudéa-Castéra. Il y a le Parlement où ça se passe très mal. À chaque fois qu'elle y va, l'opposition est déchaînée, et dans la majorité, il n'y a plus personne qui la soutient. On a fait des articles, on a raconté des réunions de groupe de la majorité, où des députés se lèvent, racontent qu'ils sont dégoûtés par ce qu'elle dit. Nous, tous les députés de la majorité, quasiment qu'on appelle, nous disent il faut absolument qu'elle parte, c'est plus possible. Les conseillers ministériels aussi. Donc là, il y a quand même une convergence de faisceaux qui nous font dire que, et Gabriel Attal, par ailleurs, qui a demandé à Emmanuel Macron de changer de ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Donc maintenant... Là, depuis, et pour l'instant, Emmanuel Macron a dit non. Mais là, le remaniement, c'est soit maintenant, soit... Je ne vais pas dire jamais, mais pas tout de suite. Après, après les JO. En fait, c'est soit maintenant, soit après les JO, a priori. Là, Gabriel Attal et d'autres disent on a un remaniement qui va occuper l'espace médiatique, avec potentiellement l'entrée d'une figure type Rachida Dati qui va occuper les médias, les chaînes d'infos. Ça peut être François Bayrou, mais ça peut être parfois quelqu'un d'autre. Pape Ndiaye, on ne l'avait pas vu venir. Éric Dupond-Moretti, on ne l'avait pas vu venir. Donc parfois, Emmanuel Macron réussit à attirer comme ça des figures qui occupent l'espace médiatique. Et stratégiquement, de leur part, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est, s'ils veulent la sortir, d'amener une figure médiatique ou une figure qui va faire parler pour que son départ soit le plus discret possible et que ça ne génère pas de séquence sur le départ d'Amélie Oudéa-Castéra. Un peu comme le départ de Marlène Schiappa. Un peu comme le départ de Marlène Schiappa. Au final. C'est une bonne comparaison. C'est pas dit que ça marche, parce que là, en l'occurrence, les gens parleront quand même du départ d'Amélie Oudéa-Castéra, mais c'est la meilleure opportunité pour faire passer son départ de la façon la plus discrète possible. Donc c'est demain ou sinon elle ira jusqu'aux Jeux Olympiques, parce que c'est quand même le cœur de sa mission de ministre à la base, c'était les Jeux Olympiques. Et justement, là on a beaucoup parlé de la question de l'éducation, et c'est normal, mais sur le côté sport, JO, paralympique, qui sont déjà pas mal décriés, est-ce que elle pourrait être que ministre des Sports ou quelque chose comme ça, en se disant bon, l'éducation ça va pas, mais on la laisse aux JO, ou est-ce que c'est possible? C'est une des options qui n'est pas la plus vraisemblable aujourd'hui. Mais c'est une des options. C'est de dire au moins on préserve l'éducation, on n'humilie pas Amélie Oudéa-Castéra qui pourra aller jusqu'au JO, elle connaît le dossier, etc. Après, attention, parfois on décrit le passage d'Amélie Oudéa-Castéra au sport comme
une réussite exemplaire, où elle a fait l'unanimité. C'est faux, hein. Il y a encore un rapport parlementaire qui est sorti récemment, qu'on a décrit dans Mediapart, qui raconte, sur le plan structurel, l'incapacité du ministère qu'elle a dirigé à prendre le taureau par les cornes sur les questions de probité, d'éthique, de dysfonctionnement des fédérations. Et donc, tout ne s'est pas passé parfaitement pour elle au ministère des Sports. Là, on a une question, on reviendra probablement, on fait des allers-retours comme à chaque fois. Dans l'émission Célébdo diffusée ce samedi, la rumeur de la création d'un ministère de l'immigration a été évoquée. Sa création est-elle probable et qu'est-ce que cela peut impliquer? L'envie de Darmanin d'avoir un paratonnerre, sachant qu'il n'y a pas eu de ministère de l'immigration depuis... Enfin, ça n'a pas beaucoup existé, si ce n'est c'était avec le ministère de l'identité nationale sous Sarkozy, avec Hortefeux, Besson. Une promesse de campagne de Nicolas Sarkozy à l'époque. Ce qui est sûr, c'est que... Enfin, ce qui est probable, c'est que Gérald Darmanin ait un ministère délégué. Il en avait déjà, en fait, il avait déjà 2 ministres délégués aux collectivités et aux Outre-mer. Donc, probablement, Gérald Darmanin, qui en plus vit avec l'amertume de ne pas avoir été nommé à Matignon, déjà en juillet dernier, etc. Probablement qu'il va réussir à obtenir 1, 2 ou 3 ministres délégués ou secrétaires d'État avec lui. Une des questions qui se pose, c'est est-ce que le gouvernement consacre un de ses ministres délégués ou secrétaires d'État, ou une, à la question de l'immigration, puisque là, le gros sujet à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, c'est la mise en application de la loi immigration. De ce qu'il en reste. De ce qu'il en reste, mais qui est quand même conséquent. Gérald Darmanin, lui, il dit « Moi, je reste jusqu'au JO ». Il a dit, après les JO, la logique, c'est de partir. Parce qu'il estime qu'il a fait son temps au ministère de l'Intérieur. Et que c'est la fin d'un cycle, il aura fait la loi immigration, la loi séparatisme, la loi sécurité globale et les Jeux Olympiques. Il aura réussi... Il a fait du bon taf, de leur point de vue. De leur point de vue. Et en plus, il aura réussi à éteindre, je parle sous le contrôle de Pascal, Camille, etc., d'éteindre les revendications, les velléités de grève, de mouvements sociaux au sein de la police. Donc lui, il dit, je vais partir. Ce qui fait que Gérald Darmanin, sur ses prochains mois à Beauvau, la mise en application de la loi immigration, c'est un gros sujet. Donc lui, il serait plutôt tenté de dire, de ce qu'on sait, mettez-moi un ministre délégué qui s'occupe spécifiquement de cette question. Pour Emmanuel Macron, pourquoi il ferait ça? Et après, j'en arrête là. Il y a les élections européennes. Il y a les sondages sur lesquels ils ont les yeux rivés toute la journée. Il y a la crainte que le Rassemblement national arrive 10 points devant eux. Et il y a la tentation stratégique, tactique, politicienne d'aller à fond sur ces questions pour faire baisser un peu le Rassemblement national. Et dédier un ministère délégué à cette question, un secrétaire d'État, c'est une manière de le faire exister dans le débat public. Donc, imagine-t-il, de combattre le Rassemblement national. Voilà un peu, donc c'est crédible. Je ne suis pas certain que ce soit le cas, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui existe. Ouais. Alors, ça a déjà été dit. On est bien en retard parce que... Ah mince, c'est parce que je parle trop. On parle, mais du coup, il y a eu plein de questions qui ont été posées. Plus court. Non, moi je trouve ça vraiment, c'est ce qu'on veut ici. Que tu nous racontes comment tu travailles. Ah, aussi. Non, ouais. Ça, on y a répondu. Hop. Ah oui, il y avait l'histoire du souvenir faussé. Ouais. Il y a des commentaires drôles. Vas-y, Ah, non, je voyais. Quand je dis que j'ai fait, c'était chaud, j'ai du pain qui m'est ressorti par le nez. Charles Van, on est ravis de... Ouais, c'est à cause de la vidéo d'Oudéa Kestea. Ouais, j'imagine. Alors, je viens d'installer l'appli Mediapart et j'ai eu la notif de ce live Twitch. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vois un petit truc sur quel message envoie le rapprochement du ministère des Outre-mer avec l'Intérieur. C'est une très bonne question. Effectivement, le message renvoyé, notamment, si on parle de Mayotte, c'est le message d'une reprise en main sécuritaire à Mayotte, et c'est le message que voulait envoyer Gérald Darmanin. C'est au moment où il avait ses grandes velléités de reprendre Matignon, d'être président de la République un jour dans sa vie. Et à Mayotte, il voulait clairement envoyer le message, c'est l'opération Wambouchou de moi j'ai des gros bras, en gros, je suis musclé et je vais régler ce problème à Mayotte. L'opération Wambouchou n'a absolument pas réglé le problème d'insécurité à Mayotte, mais le message c'était ça. Et c'est intéressant de faire le parallèle. Enfin, je m'auto-attribue l'adjectif intéressant, c'est pas très modeste. Mais sur la question des quartiers populaires, il y a eu exactement la même chose. Le ministère délégué à la ville,
qui est maintenant avec la citoyenneté, donc au quartier populaire, il est aussi sous la co-tutelle de Gérald Darmanin maintenant. Ça veut dire que et les banlieues et les Outre-mer sont désormais sous la tutelle de l'intérieur. Symboliquement, c'est hyper fort, y compris si on met ça dans une perspective plus large, post-coloniale, etc. Il y a un symbole qui dit quelque chose. Ouais. Et on en revient tout à l'heure à l'idée de ministère de l'immigration. Une des premières fois, c'était ministère des colonies et de l'immigration, quoi. Si demain, Gérald Darmanin gère un ministère où il y a l'immigration, les Outre-mer et les quartiers populaires, ça sera extrêmement bavard, quoi. Tout à fait. Alors... Ah oui, la dick pic de Griveaux. Et là, on est en arrière, on parlait des municipales, mais Mediapart, on parle pas de la dick pic de Griveaux, mais de comment on appelle ça, le revenge porn. Il y a un jeu de mots que j'ai envie de relayer. Vas-y donc. C'est Tristan du Morvan. AOC a-t-elle franchi la Belle Rouge? Ça, c'est vachement alambiqué. Il veut dire la ligne rouge. Où est-ce que tu la vois? Pourquoi moi je la vois pas? Attends. Ouais, parce que où est-ce qu'elle est? Elle était au-dessus? Non, elle est là. Ah, mais toi, tu regardes, t'es en avance, tu regardes le... En avance. Mais si, c'est ici là qu'on regarde. Oui, mais toi, tu regardes les trucs. T'en as passé plein. Alors vas-y, raconte-le-moi. Non, mais en fait, c'était une blague avec AOC, appellation d'origine contrôlée, et la Belle Rouge. C'était pas la terrible. Belle Rouge, ok, d'accord. C'était pas terrible, mais j'avais envie de. Par ailleurs, pour cette émission, j'ai cherché des tas de blagues. J'ai trouvé plein de titres un peu fun. Vas-y. Et non, moi, je vais pas les dévoiler parce que c'est précisément sur les appâts choisis. C'est que j'ai eu du mal. Parce qu'il y en avait plein. Bon, bref, je ne vais pas raconter toutes les coulisses. Vous m'inviterez pour raconter les coulisses de la titraille, mais moi, c'est pas mon métier. Je vais voir trouver une personne racisée pour diriger un sous-ministère de l'immigration. En termes de personnes racisées dans le vivier d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'elle devient, Fadela Amara? Alors, attends, en vrai, qu'est-ce qu'elle devient? Figure-toi qu'elle travaille à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui est un corps assez prestigieux, et qu'elle travaille, qu'elle fait des rapports sur les questions de politique sociale de l'État. Elle évalue soit les politiques publiques, soit des sites, des centres d'hébergement, etc. Et il nous semble que, les échos qu'on a, c'est que c'est pas un emploi fictif, quoi, qu'elle travaille vraiment à l'IGAS. Ouais, ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu parler d'elle. N'hésite pas, si tu veux des nouvelles. Ramayad, tu veux des nouvelles? Alors, ça va être terrible, mais j'ai découvert que Marielle de Sarnez était décédée aujourd'hui, en me disant, tiens, et en fait, c'est genre 2021. Donc là, je suis pas le mieux informé. Bon, Jacques Chirac, t'es au courant? Quoi? Jacques quitté. Sale histoire. On pense à lui. Vas-y, il faut m'arrêter tout de suite, sinon je vais dire des trucs qu'on ne peut pas dire sur Mediapart. Arrêtons-moi. Qui remplira le quota aile gauche au sein du gouvernement? Moi, je trouve que c'est une bonne... Voilà. Très bonne question. Après, il y a écrit Sacha Houlier, point d'interrogation. La jambe gauche, pas très musclée. Alors attention, pas le physique, on a dit. Du macronisme, osera-t-elle en outre créer son propre groupe parlementaire ou continuera-t-elle d'avaler des couleuvres? Mais déjà sur la loi immigration, il y en a plusieurs des ministres qui ont dit qu'ils allaient partir, finalement pas. Et donc, tu disais tout à l'heure, il y a Rousseau, c'est ça? Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, qui est parti. Il y en a d'autres qui ne sont pas partis, mais qui ont été partis. Ils ont été... Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, est restée. Ouais. Il y en a qui sont Rima Abdul-Malak. Rima Abdul-Malak. Qui, quand même, n'a pas fait le geste au bon moment, quoi. Ouais. Je pense qu'on peut dire ça. Ça, c'est un avis perso, c'est pas lui. C'est moi. Je pense qu'on peut dire ça. Patrice Vergrit, le ministre du Logement, qui est en suspens. On ne sait pas s'il sera nommé au remaniement. J'ai vu la question tout à l'heure, je disais demain, parce que le plus probable, c'est que ce soit demain. Gabriel Attal rentre ce soir de Berlin, ils finissent le dispositif, ils vérifient 2-3 trucs demain, si les gens ont à peu près payé leurs impôts et n'ont pas de gros casier judiciaire, ou si, mais on estime que c'est pas grave. En tout cas, je pense que le plus probable, c'est que ce soit demain dans l'après-midi, et pour un conseil des ministres mercredi, mais bon, je vous dis ça et ça change tout le temps. Donc je disais, il y a Clément Beaune, ministre des Transports, Patrice Vergrit, ministre du Logement, qui sont en suspens. On ne sait pas s'ils seront reconduits ou pas. Il y aura forcément des ministres qui sont censés à peu près incarner la jambe gauche, qui effectivement n'est pas très musclée. Stéphane Séjourné, c'est déjà un peu ça. C'est les gens qui viennent du PS, quoi, en gros. Bon, Emmanuel Macron, quand même, il a abandonné l'idée d'avoir deux jambes musclées de la même façon, quoi. C'est-à-dire qu'il a acté le fait que ses électeurs... Thibaut InShape avec nous ce soir. Moi, je n'arrive pas avec...
Donc je disais, Ça n'a aucun sens. le plus probable, c'est que Emmanuel Macron a acté aujourd'hui ses électeurs sont à droite, ses idées sont à droite. Donc en fait, il est plus forcément dans un truc d'équilibre prononcé. Il y aura sûrement une ou deux prises. Sacha Houlier, c'est une bonne option. C'est effectivement un des noms qui circule le plus. Mais ça ne sera pas symboliquement très fort. Et par rapport à Dati, Vautrin, Bruno Le Maire, Darmanin, Le Cornu, ça ne vaudra pas énormément. Donc Hortefeux, c'est non. Moi, je rêve de voir Hortefeux Non, et Dati dans le même Hortefeux, gouvernement. C'est ou Hortefeux ou Dati, on peut Putain. pas tout avoir. C'est un peu Les toujours- sarkozystes, c'est comme les auvergnats, quand il y en a un, ça Incroyable. va. Ça, j'ai Cropule, tu peux le garder, ça. Non, faut Tu pas fais, garder ça. tu fais une petite capsule, on envoie direct. Alors, Et je t'aime. donc pas plus de gauche, quoi. On n'a pas un gouvernement d'union nationale demain. Bah non, de toute façon. Ah non, ouais, le gouvernement d'union nationale, je pense que tu peux attendre un peu. Il y avait une question sur un ministère, le SNU. Ouais, le SNU, c'est toujours Bon, bah, je reprends. dans les bacs. Et c'est toujours chez Amélie Oudéa-Castéra. Après, Gabriel Attal a tellement investi personnellement sur le SNU que je pense que c'est à Matignon que ça se décidera. Et je suis pas sûr qu'il y ait un secrétaire d'État dédié à la question. Mais il y a quand même la généralisation qui est censée arriver l'année prochaine. Donc oui, le SNU est toujours au ministère de l'Éducation et toujours, a priori, une priorité du gouvernement. Ouais, là, il y a quelqu'un qui avait essayé de poser une question bien avant sur les Ah, catégories de ministres, secrétaires d'État, etc. Est-ce qu'ils ont tous le même salaire? Farid de Musset, j'adore ce pseudo. Il veut savoir. Il a peut-être une idée derrière la tête. Il veut postuler. Alors, si on parle de... En fait, non, c'est ni les mêmes salaires exactement, ni les mêmes moyens surtout. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre avec le salaire, c'est quand on est ministre, il y a cette question des avantages, des moyens mis à disposition. Ça va de choses très anecdotiques ou qu'il paraissent, le chauffeur, etc., au nombre de collaborateurs auxquels on a le droit, au logement de fonction, à l'administration auquel on a droit, au budget, etc. Et donc, nous, entre un ministre et un secrétaire d'État, c'est pas la même vie quotidienne, c'est pas les mêmes conditions et les mêmes moyens pour exercer la fonction. Là, on nous demande bonjour, merci pour ce live qui est super, merci. Sinon, que sait-on de l'avenir d'Elisabeth Borne? Ah oui, bah Hein, c'est vrai que c'est ça. la question que tout le monde se pose. Mais on se la What pose. about Elisabeth Borne? Alors, Elisabeth Borne. C'est vrai, ça. Déjà, elle est partie Déjà. avec le seum, quoi. Alors oui. Hein Oui, C'est oui. quand même pas. Oui, elle voulait pas partir. Non, mais Elle ne clairement. voulait pas partir et Elle elle voulait a pas un peu partir. dit à demi-mot dans sa lettre, Ah quoi. bah, Enfin, 2 tiers de mots même. Enfin, elle l'a dit. Elle l'a dit. Et elle l'a. En fait, elle estimait que bon, elle a fait le boulot, elle a fait les 49.3 qu'on lui a demandé, elle a fait passer la loi immigration, elle a fait l'accord avec la droite. On la vire juste après. Il y avait un sentiment chez elle un peu de bon, j'ai fait tout le sale boulot et maintenant je dois partir. Ensuite, quand on quitte le gouvernement, elle est députée parce qu'elle a été élue en 2022 dans le Calvados. Quand on quitte le gouvernement, il y a un mois pour revenir à l'Assemblée nationale. Son mois de latence, il finit vendredi. Donc pendant un mois, elle pouvait rien faire. Elle a vu quelques élus, etc. Elle est partie à Marrakech, se reposer au moment des fêtes de fin d'année. Il y a des vidéos, on la voit marcher dans le souk assez librement, ma foi, sans visiblement sécurité rapprochée. Vendredi, elle revient à l'Assemblée nationale. J'ai vu la question tout à l'heure. Une des questions qui existait à un moment, c'était est-ce qu'ils vont créer un groupe un peu de l'aile gauche? Ah oui, elle, c'est l'aile gauche. Bah, elle, c'est censé être les gens qui viennent du PS. C'est pas mal, hein. Quand même, loi Créer l'aile gauche juste après la immigration, loi immigration. loi immigration et réforme des retraites. Tout En à termes fait. d'aile gauche, Tout à fait. ça vole pas droit. C'est très drôle comme métaphore Merci. des oiseaux. Ouais. J'ai Quoi? j'ai découvert une ministre aujourd'hui, Vas-y. Beck, la Non, ministre Marine du... Lebec. Lebec. J'ai découvert ça. D'accord. Pardon, c'est un Elle détail. n'est pas ministre depuis longtemps, elle est Elle est ministre depuis ministre le 12 janvier, 11 janvier. Et c'est le relation avec le Parlement. Tout à fait. Mais incroyable. Député des Yvelines. Alors qu'il est resserré, j'avais même pas encore. Ah oui, Marie Lebec, elle Bon, est pardon, on en méconnue. revient aux oiseaux. Désolé, je suis un peu. Et donc dans tous les Elisabeth sens. Borne, la question c'est est-ce qu'elle va participer à structurer un peu un groupe dans la majorité qui dit ah non, vous êtes un peu trop de droite. Pour l'instant, la réponse est plutôt non. Mais il y a elle, il y a Clément Beaune, il y a Olivier Véran, il y a tout un tas d'anciens ministres qui viennent du PS qui vont revenir au Parlement. Une des questions, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Après, il faut mettre ça en parallèle avec un autre élément, c'est qu'Emmanuel Macron, sur les 8 prochains mois, il a quand même demandé au gouvernement
de pas passer beaucoup de temps au Parlement. Il n'y a plus de lois importantes, il n'y a plus de lois majeures, polémiques à faire passer. Une fois qu'il a fait réforme des retraites et loi immigration, il a vu à quel point le Parlement, c'était plutôt un nid à problème pour lui. Et donc, ce qui va se passer jusqu'aux Jeux Olympiques, c'est essentiellement des mesures, soit réglementaires, soit de communication, soit des décrets, mais des choses qui ne passent pas au Parlement. Et comme les budgets sont en fin d'année, jusqu'à la rentrée de septembre, en fait, jusqu'au JO, le gouvernement va tout faire pour ne pas passer au Parlement. Si ce n'est sur quelques textes mineurs, justice des mineurs, etc. Enfin mineurs, au sens plus facile à faire passer. Et la réforme, quand même, la loi sur la fin de vie, mais où Emmanuel Macron va trouver une majorité avec la gauche. Avec la gauche. Avec la gauche. Ok. A priori, si Mais c'est dans les contours qui sont pour l'instant dessinés. Et ça, c'est le ministère de Vautrin. Ça, c'est Catherine Vautrin. C'est Catherine Vautrin. Ouais. Et elle vient de LR, à Manif pour tous, etc. Est-ce qu'elle est prête à faire cette... Déjà, l'ancien ministre de la Santé, François Braun, était pas favorable. Tout un tas de ministres n'étaient pas favorables à avancer sur la légalisation de l'aide active à mourir, comme ils disent. Pour pas dire euthanasie. Ouais. Parce que c'est pas exactement, on n'est pas encore à ce cran-là. Mais en fait, c'est un sujet qui est piloté par Emmanuel Macron, qu'il avait promis à Lynn Renault, parce que Lynn Renault est une militante active de cette question. Ouais. Un jour, il lui a dit on va le faire promis, c'était dans un événement public. Il a beaucoup en fait hésité depuis, il a changé d'avis. Il y a eu beaucoup de discussions autour de lui, il y a des avis très différents, y compris dans son cercle le plus proche. On ne sait pas exactement ce qui va sortir de là, mais il y aura visiblement une évolution même minime de la loi pour avancer, au moins d'un petit pas, vers l'aide active à mourir. Tout ça pour fermer la parenthèse. À part ça, au Parlement, il n'y aura rien, visiblement, de très important qui va passer d'ici au JO. Alors, on nous demande pourquoi pas de ministère de la famille pour symboliser la volonté du réarmement démographique. On n'en a pas encore beaucoup parlé. Au-delà du cap, quels sont les moyens proposés par le gouvernement ? Sur la famille, il y avait un ministère de la solidarité et des familles. Et il est tout à fait possible, voire probable, que dans les ministères délégués ou secrétaires d'État qui seront annoncés demain, la question de la famille, des familles apparaisse. Au pluriel d'ailleurs, parce que maintenant ils estiment qu'il y a plusieurs formes de famille, etc. Mais a priori, ça existera. Je vois une très bonne... Non, j'ai vu une bonne blague à un moment. Je sais plus. Je l'ai perdu. Là ou là, ça dépend où tu regardes. Plus. Non, je regarde dans le bon truc maintenant, tu m'as grondé. Il y avait Nadine Morano aussi. L'industrie reste à l'escure. Oui, a priori, l'escure restera ministre au moins de l'industrie, peut-être d'un ministère délégué plus large. Ouais. Que font-ils en ce moment les ministres en suspens ? On a fait un article là-dessus, c'est Antoine Rouget et Hélène Salvi. Ils sont toujours en activité discrète, à gérer les trucs du quotidien, ou bien ils sont chez eux à attendre un coup de fil. Il y a les deux. Il y en a qui nous disent je suis devant la télé, je fais plus rien, j'attends, etc. Il y en a qui, par exemple, Patrice Vergrit, le ministre du Logement, avant la DPG, la déclaration de politique générale de Gabriel Attal, mardi dernier, il a fait passer des notes en disant voilà ce que j'aimerais bien que tu dises, etc. Finalement, Gabriel Attal, il n'a pas dit ce qu'il avait mis dans les notes. Mais ceux qui pensent continuer, ils continuent d'une manière ou d'une autre à travailler quand même. Du SOP des nouvelles. Alors, du SOP, je n'ai pas de nouvelles, pardon. Mais... Non. Lui aussi, c'était l'aile gauche qui a fait la réforme des retraites, ça. Hein. C'est ça. Tout à fait. Il était censé être de l'aile gauche. Moi, en fait, vu que je les connaissais pas avant, que je les ai vus par la loi immigration, la réforme des retraites ou celle de l'assurance chômage, j'ai l'impression que c'est la droiture. Je savais pas que. Dussop, c'était un député PS, mais qui était même à un moment à la gauche du PS. Olivier Dussop. Ouais, c'était plutôt aile gauche. Après, il a rejoint Manuel Valls. Il en a beaucoup voulu à François Hollande de ne pas l'avoir fait entrer au gouvernement 2 fois. Au point, il a été très très mal de ces 2 épisodes. Mais il n'a pas craqué. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Allez. Il y a quelqu'un qui fait... Excellente blague. Elle est liée à Nathalie Loiseau, Madame Lebec. Je l'ai faite cet après-midi au bureau en découvrant l'existence de Madame Lebec. C'est un collègue. Donc je ne sais pas qui est Uli Kiyumi, mais nous avons le même humour et je ne t'en félicite pas parce que bon, je suis pas connu pour. On a parlé d'Olivier Véran. Ouais, j'ai dit son nom. On peut parler d'Olivier Véran. Si vous voulez. Olivier Véran, non mais lui, il est parti. Il est parti. Reviendra-t-il ? C'est une des questions. Ah ouais. Ouais, à un moment, on a parlé de lui pour diriger la liste aux européennes. Aux européennes. Mais oui, c'est ça, parce que là, on parle beaucoup du remaniement, mais il y avait l'histoire des européennes qui arrivent et de qui va être la tête
Alors, j'allais dire je ne sais pas, mais en fait, ils ne savent pas. Ok. Euh, C'est vrai que lui Il y était a un problème de pressenti. casting là. Il y avait Pascal Canfin qui était très très chaud, qui est président de la commission environnement au Parlement européen, ancien écologiste. Euh, mais la crise, enfin la révolte agricole, etc., a priori, a passé l'idée à Emmanuel Macron de nommer un écologiste en tête de liste. Ok. Euh, Non, j'ai pas la justification de la probabilité de la loi sur la fin de vie par la promesse à Lynn Renault. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le chemin d'Emmanuel Macron, en tout cas sa prise en main du dossier, elle vient de Lynn Renault. Mais en fait, ça paraît anecdotique. Mais chez Emmanuel Macron, il y a parfois des interactions tout à fait improbables qui ont une importance dans ses choix politiques disproportionnée par rapport à l'enjeu qu'on pourrait y attribuer. Brigitte Macron, sur des questions éducatives, sur la question de l'uniforme, l'appétence personnelle de Brigitte Macron pour l'uniforme joue un rôle dans la mise à l'agenda de ce sujet. Brigitte Macron, elle a quelques sujets comme ça. Les enfants et les écrans, c'est dangereux. L'uniforme à l'école, c'est pas mal. Elle a quelques trucs comme ça qui lui viennent. Mais son rôle, il est officiel. Non, il n'y a pas de rôle officiel en fait de la femme du président de la République. Elle a un rôle politique qui est tout à fait concret, avéré, documenté. Hein. Et donc, chez Emmanuel Macron, Lynn Renault, ça l'a peut-être plus convaincu sur la fin de vie que des députés, des chercheurs, des médecins, des rapports, etc. Donc, bon, malheureusement, ça paraît anecdotique, mais on est obligé d'en parler puisque ça joue un rôle. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de l'agriculture et de tout ça, et de à quel point ça joue dans ce remaniement ou pas, ne serait-ce que sur le timing. Est-ce qu'il aurait pu avoir eu lieu avant si les tracteurs n'étaient pas autour de Paris pour nous affamer? Oui. Nous, les Parisiens. Pour bloquer un GIS. Oui. Il aurait pu avoir lieu avant. Est-ce que ça va jouer un rôle? C'est difficile à dire. Je pense que ça va jouer un rôle dans la mesure où ils vont essayer de faire une prise ou deux d'élus ruraux ou d'anciens agriculteurs ou d'élus d'une circonscription rurale pour le symbole. Mais là, on est vraiment dans le petit marketing politique, quoi. Alors là, en fait, c'est vraiment ses copains d'avant, quoi. On nous met tous les Manuel Valls, après Nadine Morano et tout. Alors, Dussopt, c'était même l'orateur du PS en 2007 qui a prononcé un discours contre le premier budget de Macron avant d'être nommé ministre quelques semaines plus tard. C'est tout à fait vrai. Waouh. Je ne savais pas. Comment se passent les décisions? Pardon, je me permets. Vas-y. Au sein du parti Renaissance, est-ce un parti avec congrès, motion et tout le bazar ou bien est-ce plus proche d'un mouvement comme LFI? C'est intéressant comme question. Est-ce que c'est un parti traditionnel ou est-ce que c'est un mouvement comme LFI, on a dit un mouvement gazeux? Renaissance, c'est un parti qui a longtemps été un faux parti, c'est-à-dire une coquille un peu vide et quand même, qui reposait, d'ailleurs, ça s'appelait En Marche au départ, puis La République En Marche, mais il y a toujours l'idée des initiales d'Emmanuel Macron. C'est devenu Renaissance, et c'est un parti qui a échoué pendant tout le premier mandat d'Emmanuel Macron à construire ce qui fait un parti, c'est-à-dire un socle programmatique, des militants, des élus locaux, etc. À Renaissance, il y a eu l'élan de la campagne de 2017 avec ses inscriptions en ligne, et puis ensuite, il y a eu un grand vide quand même au sein du parti. Ils essayent, depuis 2022, pour être tout à fait honnête et objectif, de reconstruire quelque chose de plus cohérent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu, ils ont même pris des gifles au municipal de 2020, au départemental et au régional l'année suivante. Puis ils sont même à l'Assemblée nationale, ils sont plus majoritaires. Et par ailleurs, aux législatives, évidemment, il y a l'extrême droite qui est très présente. Donc ils sont dit à un moment, il faut peut-être un parti. Et puis par ailleurs, l'argument évidemment principal, c'est qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Donc autour de lui, ils se sont dit, on peut plus se reposer uniquement sur ses intuitions et sur son élan. Donc ils essayent de reconstruire quelque chose. Il y a un peu une bataille larvée entre Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, qui sont de plus en plus investis dans les réunions du parti pour reprendre en main l'appareil. Mais c'est un appareil tellement chétif que c'est peu probable que ce soit lui qui fasse la différence. Et Renaissance n'a jamais exprimé, pour l'instant, une idée qui dépasse le logiciel macroniste. Tout est encore validé par Emmanuel Macron. Et Renaissance, le parti, n'a jamais alimenté le gouvernement, si ce n'est sur des choses très anecdotiques. Alors que c'est quand même le rôle d'un parti, l'UMP, le PS, pendant les quinquennats de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, avait quand même un rôle parfois
de concurrence, d'alimentation, qui jouait pas toujours très bien, mais quand même. Là, il n'y a plus du tout ça. Il y a eu un événement un peu émancipateur, c'est les jeunes avec Macron, au moment de la loi immigration, qui ont dit, nous, on est contre cette loi. Ça, c'était assez étonnant. Mais bon, ça reste quand même... Oui, d'ailleurs, est-ce que ça n'avait été suivi de rien? De rien, puisque en fait, Macron, pour calmer les ardeurs des uns et des autres, disait « Calmez-vous, vous allez voir la censure du Conseil constitutionnel ». Et maintenant, ils disent « Regardez, on est revenu à notre texte initial que vous souteniez ». Et qui avait été refusé par l'Assemblée nationale. Tout à fait. Accessoirement. Mais ça lui a permis au moins en interne de limiter la casse. Ouais, d'accord. Sur l'uniforme, on nous dit, est-ce qu'il sera fourni gracieusement par LVMH? Non. Hein. L'uniforme, non. Il est payant. L'uniforme... Non, il sera gratuit. Il sera... Sur l'expérimentation, c'est l'État et les collectivités qui payeront l'uniforme. Ensuite, ça sera les parents qui mettront une participation. D'accord. Quand ce sera généralisé, si ça l'est. Est-ce que ça peut l'être? Enfin, est-ce que ça va l'être? Et à un moment, est-ce qu'ils vont à un moment, je pense qu'à un moment, quel est l'objectif et à quel moment ils vont se dire, moi sur l'expérimentation, j'ai du mal à comprendre. On va faire une expérimentation, qu'est-ce qu'ils s'attendent à quoi en fait? Et à partir de quel moment ils disent oui ou non? C'est une bonne question. Parce que il y aura ils vont quand même demander à des gens de regarder un peu objectivement, sérieusement. Est-ce que ça gomme un petit peu la question du harcèlement, des enfants qui se chambent sur les habits des uns et des autres. J'ai bossé en lycée pro où il y a des uniformes. Ça change rien. Des tenues pro, la tenue professionnelle. On peut leur dire s'ils ont besoin. Non, mais c'est... En fait, c'est comme par exemple sur le redoublement ou les groupes de niveau. Ce qu'il faut comprendre en fait sur les questions éducatives et globalement sur les choix d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a ce que toi tu décris, les questions réelles, est-ce que c'est efficace, etc. Et il y a la question de l'image de ces mesures dans l'opinion. Et il faut vraiment comprendre à quel point la question de la réception par l'opinion des mesures, elle obsède le président de la République, les ministres, leurs communicants, leurs conseillers et tout. Typiquement, le redoublement, il y a tout un tas de travail scientifique, de gens qui bossent sur les sciences de l'éducation, etc., qui ont documenté l'inefficacité du redoublement en France, qui ont raconté à quel point un élève qui redouble ne réussit pas mieux après, à quel point ça crée même plutôt une forme de stigmatisation ou de honte dans le parcours, à quel point les élèves qui redoublaient trouvaient moins de travail que les autres, etc., parce qu'il y avait du retard dans leur CV pour plein de raisons de dévalorisation de soi-même. Cette documentation scientifique, elle existe. Gabriel Attal, il avait ça, d'un côté, et il avait de l'autre côté des sondages qui lui disaient que le redoublement était populaire dans l'opinion, que les gens ne comprenaient pas pourquoi on redoublait plus en France. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi l'opinion. Il a choisi de dire à la télé, en balayant toute forme de nuance scientifique, etc., en disant « mais je ne comprends pas comment on peut passer d'une classe en classe sans avoir le niveau, on va remettre le redoublement ». Il a choisi l'opinion. Sur l'uniforme, c'est exactement pareil pour répondre à ta question. C'est un président de la République et un ministre qui choisissent l'opinion parce que l'uniforme, chez un électorat qui n'est pas le tien, t'es pas la cible en fait. Qu'est-ce qu'on sait? Je vais te dire pourquoi. Parce que l'électorat qui cible dans leur case Bernard Sananès, Saufray, je ne sais quoi, c'est quoi? C'est un électorat plus âgé que toi, rural, souvent retraité, qui trouve que la France c'était quand même mieux avant. Et que si on remettait l'uniforme, peut-être que les gamins ils fileraient droit, tu vois. Et c'est ça l'électorat aujourd'hui. Voilà, tu vois, t'es pas la cible. Je suis pas la cible déjà pour les retraités parce que c'est dans longtemps, quoi. Exactement. Et ça se repousse à chaque fois. Au moins un demi-siècle. Ils font tout pour que je sois pas dans cette case. Et l'électorat qui les intéresse, c'est celui-là. Donc quand ils regardent qui aime l'uniforme, ils regardent le retraité qui peut voter Macron et ils regardent pas Tariq, tu vois. Donc voilà qui explique pourquoi ce genre de mesure. Surtout qu'en plus, l'uniforme n'est pas archi beau. Là. Ce qu'ils nous proposent, c'est le t-shirt du SNU, quoi. C'est un peu le t-shirt du SNU. Ouais, c'est clairement ça. Parce que moi, j'ai habité aussi en Angleterre, je raconte ma life. Tu l'as dit la semaine dernière, j'étais hyper fier de ton parcours. Mais oui, mais il y avait l'uniforme. Et alors ça change pas grand-chose. Et par ailleurs, c'était aussi un truc très compliqué pour plein d'enfants qui ne correspondent pas aux catégories de genre. En plus, là-bas, il y avait la question de la jupe, tout ça et tout. C'était un enfer en plus à gérer, qui crée des situations où l'entre-deux n'est pas possible parce que tu as soit l'uniforme fille-garçon. En France, je crois qu'il est un peu différent, l'uniforme. Et ses pantalons, etc. Et, voilà, mais et le dernier sujet sur l'uniforme, c'est que c'est les collectivités qui vont payer et que les mairies, elles sont déjà asphyxiées sur le plan financier. Elles n'ont même plus d'argent à mettre dans des associations culturelles, sportives qui sont essentielles. Elles vont devoir payer des uniformes.
Ouais, complètement. Et alors là, il y a les gens qui attends, on va le call out. On va dire son nom. Il y a quelqu'un qui a découvert. Je viens de voilà. C'est Gloubi Boulgar qui dit je viens de comprendre le En Marche c'est pour Emmanuel Macron quand même depuis 2016. Alors Il a une raison. Il a dit désolé, tout ce qui touche de près à notre président, j'ai tendance à l'éviter pour la stabilité de ma santé mentale. Ouais. Oui, au tout début, il y a quelqu'un qui a dit l'abonnement à Mediapart est la meilleure chose que j'ai pu faire pour ma santé mentale. On lit pas le même journal, hein. Parce que moi, ça fait. C'est un peu. Ouais. Ouais, c'est. Quand est-ce que vous faites du journalisme de bonnes nouvelles là? On essaye. Vous êtes obligé de raconter la vérité, c'est terrible. À quand le retour du vin à la cantine? Voilà, super. Je pense que là, on touche les vraies questions. Il n'y a jamais d'uniforme dans l'école publique, c'est vrai? Si ce n'est dans les Outre-mer. Ah ouais? Les Outre-mer, il y a eu il y a encore l'uniforme, mais ça raconte aussi quelque chose de la vision qu'a le pouvoir central des Outre-mer. Ça, ouais. Tu me fais bien de le dire, car je ne le savais pas. On apprend beaucoup de choses dans Abonnez-vous, l'émission Twitch de Mediapart. D'ailleurs, si vous nous regardez et que vous ne l'êtes pas toujours... vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Attends, je fais juste la petite page de pub, c'est contractuel, tu vois. Il n'y a pas Edoui, mais... Il y a Edoui qui me tape sur les doigts. Ouais. Mais pour dire quand même, il y a une bonne offre gratuite, 1 mois pour vous. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui la font, alors qu'il y a 1 mois gratuit vraiment à Mediapart. Quand tu regardes le Twitch, il y a 1 mois gratuit. En dessous, ouais. Donc, et peu de gens, tu vois, peut-être depuis un peu plus d'1 an qu'on fait cette émission, il y a 300 personnes. Ah ouais, qui ont fait seulement ça, alors que c'est gratuit. Attends, franchement, les gens ils disent on n'a pas d'argent, on écrit dans Mediapart. Moi, j'ai envie de les gens vont chez Action et tout, et on leur offre 1 mois gratuit, ils le prennent pas. Ah ouais, bizarre. Non, c'est étonnant. Ah, je savais pas. Donc faites-le. Voilà, c'était comme ça. Moi-même, je savais pas. Alors, t'avais une question que t'avais trouvée à laquelle tu voulais répondre. Ouais, mais où est-elle? Gloubi Boulgar, il avait dit un truc intéressant. Ah, je suis étonné qu'il s'arrête au SNU et qu'il passe pas au service militaire directement. C'est une boutade, mais il y a une raison. C'est qu'en fait, aujourd'hui, déjà même le SNU, la personne, je pense, qui est le plus opposée à la généralisation du SNU, c'est Bruno Le Maire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gère les sous. Et c'est lui qui dit, à juste titre, ce truc coûte des milliards et des milliards d'euros. La France n'a... En fait, il faut des locaux partout en France, des encadrants partout en France, de quoi transporter des gamins à travers la France, de quoi les habiller, de quoi les loger, de quoi les... Enfin, ça coûte des milliards et des milliards d'euros à généraliser. Le service militaire, aujourd'hui, l'armée française est... Et je parle sous le contrôle du co-animateur de Retex, bien Escalona, mais aujourd'hui, l'armée française est incapable, évidemment, d'assumer ne serait-ce que le SNU en termes de logistique. Il n'y a pas assez de militaires, il n'y a pas assez de locaux disponibles pour accueillir une génération entière d'adolescents. Donc le vrai sujet sur le SNU, c'est plus la volonté politique. Aujourd'hui, elle est présente. C'est la question de la faisabilité budgétaire et logistique de ce truc. C'est ça qui pourrait freiner le président. Et on en profite pour dire que cette semaine, il y a eu une émission de Retex sur Taïwan, Qui veut la guerre? Qui veut la guerre? Qui veut la guerre à Taïwan. Donc, regardez Retex, l'émission des questions militaires. Ah, d'accord. Je croyais que t'avais un slogan, genre... l'émission, dédiée aux questions militaires. Et moi qui suis pas très armé et tout ça, enfin, je connais rien. Je regarde et je comprends. Et c'est plutôt bien expliqué, etc. Donc, franchement, je vous y encourage. Et on tient à dire à tous les autres collègues de Mediapart, venez juste à côté de nous, comme ça, on dira du bien de ce que vous produisez. Ça dépend qui. Parce que s'ils n'étaient pas à côté, peut-être nous n'en parlerons pas. Hein. Donc tu fais bien d'être là, Fabien Escalona. Mais je surveille. Mettre ta tête à l'image, on va pas te... Ouais, c'est clair, il tourne autour, mais il n'y a pas Edoui, mais on peut vous montrer Fabien. Oui, et on en profite pour saluer ma collègue Justine Brabant, avec qui j'anime Retex. Et la dernière fois que je suis passé dans ce siège, j'avais un beau petit portrait. Ah, c'est un peu notre... C'est un vrai binôme, quoi. Ouais, Bataille et Fontaine. Assez soudé. J'aime pas trop la référence, mais je vois ce que tu veux dire sur le côté très solidaire. Et c'est le cas. Bataille et Fontaine, hyper solidaire. Ouais, ils se sont jamais trahis quand il fallait ouvrir le rideau et tout. C'était les deux ou rien. C'est vrai qu'il y a pas mal de duos, quand même. Ah, bah oui. Fabien Escalona, lisez ses articles aussi. Waouh. Est-ce qu'on peut faire une calcul de ça? Fabien Escalona?
On va les mettre en articles. dessous avec une sorte de Ouais. slogan. Quand il passera, on mettra petit jingle. Il n'y aura pas lisez. de la soirée. Alors, Ah, c'est très drôle. De quoi? Non, il y a Vas-y. des trucs très drôles. En fait. moi je suis pas au même. Bah, tout n'est pas, prononçable à l'oral. D'accord. Mais je laisse au chat là. Vous pouvez lire vous-même le chat. Sachant que les personnes qui votent le plus sont les agriculteurs et les personnes âgées, nous demande Citadelle, je te construirai, et que les politiciens tendent à flatter les électeurs les plus réguliers. Est-ce que... Ah, mais t'es parti quand je la lisais. Ah, je croyais que tu l'as dit là. Ah non, non, non. Pardon. Je reviens, on était où? Est-ce que le C'est message là. numéro 1 ne devrait pas être inscrivez-vous sur les listes et votez? Bah là, vous touchez du doigt, cher Citadelle, je te construirai, un point hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques publiques sont, alors c'est jamais dit tel quel, parce que personne ne l'assumerait, mais sont orientées vers les électorats les plus mobilisés. Tout est fait en pensant à la prochaine élection. Donc tout est fait en regardant quel électorat vote ou non. La question de la mobilisation, notamment des classes populaires, des jeunes, est centrale. Parce qu'aujourd'hui, si les classes populaires et les jeunes sont aussi absentes du discours politique, c'est en grande partie parce qu'elles votent moins, elles sont moins mobilisées que les personnes les plus riches, les personnes les plus âgées, les personnes les plus urbaines, des centres-villes, des métropoles. Et ça, c'est documenté. Enfin, le poids des personnes âgées dans l'électorat, il est X fois supérieur à leur poids dans la population. Un septuagénaire, il est beaucoup plus important au moment du vote qu'il l'est vraiment à l'échelle de la population. Mais c'est parce que les jeunes et les classes populaires votent moins. Tu paraphrases la campagne FI en ce moment, avant les européennes, ils ont fait un truc, les racistes vont voter et vous, les riches vont voter et vous, etc. Qui est une campagne que j'avais déjà vue en Espagne. C'était les écologistes qui avaient fait. Moi, j'ai une passion clip de campagne et trucs comme ça. Ouais. Je trouve ça toujours assez drôle de Ok. devoir résumer une vidéo. Ouais. On met une vidéo de 2 c'est vrai. minutes. Non, mais c'est un Mais, enjeu central. ouais, de ouf. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon on a fait le cœur de son truc sur la mobilisation des quartiers en disant si on arrive à les mobiliser, les 400 000 voix qui nous manquent, on les aura. Mais ça dépasse largement Jean-Luc Mélenchon. C'est un vieux débat à gauche sur comment mobiliser ce qui devrait être le cœur de l'électorat de la gauche. Yep. Alors, je regarde s'il nous reste quelques questions. Après, vous n'oubliez pas qu'on a le moment Père Castor avec les choix culturels. Ah oui, t'as eu peur. Ouais, j'ai oublié. Bah, on a déjà raconté beaucoup d'histoires. Vrai. Alors, Le service militaire qui n'empêchait pas les inégalités, par ailleurs, bien sûr. Comme l'uniforme. D'ailleurs, le SNU qui a été vanté comme un truc hyper unificateur, toutes les classes sociales qui allaient se mêler. En fait, ça marche pas. C'est pas du tout un vecteur de mixité sociale, géographique, même mixité de genre. C'est encore plus masculin souvent. Donc, ils ont pas entendu. J'ai l'impression qu'ils ont pas entendu Ah, quand Fabien Fabien parlait. il a fait un hommage à Justine Brabant. Voilà, globalement, c'est ça qu'il a dit. La même référence d'écharpe que Christophe Barbier. Ouais, Fabien, il a un côté Christophe Barbier. Il est parti, on peut le dire maintenant. Waouh, ça tire à balles réelles. J'avais un truc que j'avais envie de dire, mais j'ai oublié. Ouais, non, sur les micros, rien à voir, mais j'ai une bonne nouvelle vu que j'ai promis devant les Françaises et les Français que les micros allaient être arrangés rapidement. Ça y est, on les a reçus. Il faut plus que les installer parce qu'on a oublié de commander les Moi, je fais câbles. la dernière émission Là, avec c'est les micros. normalement, oui, on va tester cette semaine, faire des branchements et tout. Comment Mais ce sera au contraire, tu pourras partir avec ce soir si tu veux. J'ai l'impression d'être. Est-ce que tu crois que Faiza Azer, est-ce que tu crois que un légendaire Faiza Azer, voilà, du pôle société de Mediapart. Fontaine ou Bataille, je ne sais plus lequel a coaché Macron. C'est tout à fait vrai, mais moi aussi, je sais plus c'est lequel. Ah ben, je découvre cette information. Il y en a un qui a été très macroniste. Ah ouais. Ah, alors là, Faiza, tu me dans poses le une chat, colle. si vous trouvez, si vous n'hésitez nous pas à trouvez me qui. dire. Mais d'ailleurs, si vous trouvez qui est Fontaine et qui est Bataille, parce que j'ai jamais Ah ouais, moi, je réussi. sais pas. Moi, je connais Brigitte Fontaine, mais je Mais connais si, pas. y a que la le vérité qui rideau, compte, tout ça, je je vois de. rappelle, Non, oui. mais moi, je suis né en 93, désolé. Hein, Non, mais... mais moi aussi, mais ça existait. Toi aussi. Non, mais je suis de la même génération, mais ça existait à l'époque. Ah ouais, non, mais Mais arrête de faire le non, surjeune. trop pas. J'essaye. Je fais ce que je peux. Non, tout ça, c'était pour caler Brigitte Fontaine, ma Les top agriculteurs, artiste. c'est 370 000 personnes, pas grand-chose du point de vue électoral, oui, mais c'est un lobby très actif et c'est un corps électoral, un corps professionnel très populaire dans l'opinion. Et donc se mettre à dos les agriculteurs,
c'est par extension se mettre à dos une partie du monde rural, qui pour le coup n'est pas négligeable du point de vue électoral. Durant ces dernières années, comment a évolué le niveau de politisation des citoyens? Quel impact de Cyril Hanouna, CNews et autres éditocrates? Est-ce qu'on en reparlera avec quelqu'un d'autre plus spécialisé? Ça veut dire quoi, que je suis pas capable, c'est ça? Non, mais je sais pas, je vois ta tête, je me Non, dis, bon, je- peut-être c'est pas son sujet d'expertise. Non, On mais regarde c'est des une bonne médias question, crash, tout ça, quoi. En fait, à quoi on évalue le niveau de politisation des citoyens? C'est ça que je me demandais en lisant. Et qu'est-ce la que ça veut dire question. politisation? Parce que ça peut être une politisation à droite ou à l'extrême droite. Ouais. Tu vois, il y a quand même eu quelques bons papiers écrits sur les liens entre comment l'extrême droite arrive, ou du moins essaye à former et à politiser des gens, notamment avec toute la question des incels et des masculinistes, avec la question de l'immigration. Tout à fait. Donc, il y a la question de la participation, qui est plutôt en baisse ou qui stagne. Il y a la question de l'adhésion aux partis politiques et aux structures traditionnelles syndicales, Ah, qui on est nous en dit baisse. Fontaine. Désolé, breaking news. Breaking news. Apparemment, Cropul nous dit c'est Ok. Fontaine. Merci Fontaine, beaucoup. macroniste. Merci beaucoup. Bon, voilà, on le saura. Merci. On reprend. Donc, je disais, il y a la question de la participation aux élections, la question de est-ce qu'on est membre d'un parti politique ou d'un syndicat. Mais il y a une troisième question qui évalue la politisation, c'est les formes protéiformes de politisation aujourd'hui. On est dans une asso, on a un compte Twitter hyper actif, on a une chaîne YouTube, on va aux marches climat, on va aux marches Adama, on va à l'inverse à la cocarde à la fac ou je ne sais où. Ces formes de politisation, elles sont tellement aujourd'hui plurielles, éclatées, protéiformes, éphémères, multiples, que j'ai pas connaissance, moi, d'une évaluation scientifique un peu fiable. Mais si on trouve, lundi prochain, je viens avec ça. Ok. Bouillon, lundi prochain, ce sera Anna qui Je sera ferai là. un commentaire. Ok, trop bien. Avec Simon Toupet, qui pourra illustrer ce Génial. que tu dis. Ouais. Ah, super, Simon. Je vous le fais en avant-première. Simon, qui est donc graphiste et qui s'occupe Il en manque pas. de travail, tu Non, veux de dire. Toupet. Waouh. Il Waouh. n'y a pas de jingle blague là Waouh. On peut te trouver. Attends, en Ah, plus- les gars. Attends, désolé. pas Si, mais bon. c'est moi là, je suis pas. Magnifique. T'as vu ça? Ouais, très bien. Tu demandes, je le trouve. Excellent, j'ai l'impression d'être J'ai- là, touche pas à mon poste. Ouch. Ça fait mal. Alors là, pour l'instant, on parle de la taille de Fontaine. Est-ce le plus grand des deux? Je ne sais pas. Fontaine, Brigitte Fontaine, super la ref. Merci Globi Bulgar, on est connecté. Un jour, quand je serai invité par Anna, je ferai l'imitation de Brigitte Fontaine. Dans l'oreillette, on me dit Laurent Fontaine est pro-Macron, ça on le savait. Laurent Fontaine est le plus petit des deux. C'est Faiza qui nous dit ça. Et ils se sont même fâchés 2 ans à cause du macronisme du premier. C'est vrai. Et ça, c'est une vraie info. Enfin, mais alors quand on dit que Mediapart fait du voici et tout, mais en vrai, derrière tout ça, il se cache des vraies infos. Hein. Trop bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, on est soirée Michel Denisot. Non, freestyle. On est en freestyle total, mais est-ce que on passe C'est que je parle à de la... foot. Alors si tu veux, mais moi je vais pas pouvoir Aïe, beaucoup aïe, te suivre. J'ai pas dit, je suis entraîneur de foot. Non, t'as pas dit que mais d'ailleurs, Ouais. est-ce que tu as prévenu tout? Est-ce que tu veux faire un coucou? Ah non, jamais. Spécial Alors, je dédicace. cloisonne mes devis Ah ouais à un point inimaginable. Ouais. Après, des fois, il tape les Ramdani, il trouve des trucs et tout. Mais ouais, je suis entraîneur de foot à Aubervilliers. Est-ce que tu veux nous parler Des adolescents de 17 ans. d'une équipe que tu soutiens en particulier? Ah, non. Pas non, parce que la semaine dernière, on avait une double émission avec Martine Orange et Yann Philippin. Yann Philippin a dit du mal de Beyoncé devant moi. Yann Philippin, il écoute du Beyoncé. Non, justement, il a dit que Faiza, je parle sous ton contrôle, Ouais. soi-disant, elle aurait eu des carrés or pour le PSG, machin. Il avait déjà attaqué dans un autre article. Et du coup, tu vois, je me dis, si par exemple tu étais pour le PSG, Bien Avec- sûr que je suis pour le PSG. Yann Philippin, j'essaie Il de écrit dissocier dessus. mon amitié pour lui et mon respect de son travail immense et mon amour du PSG. Et Yann Philippin, il détruit des mythes comme ça tout le temps. Tout le ouais, temps. en fait, Tu vois. est-ce que c'est pas son boulot en fait? Ouais, c'est son boulot, Ouais. on l'accepte comme il est. Très bien. Donc tu soutiens la même équipe que Nicolas Sarkozy. Donc C'est vrai. allez l'OM.
Alors, Alicia Keys, oui, peut-être on peut te poser la question qu'on a déjà posée à plein de monde, hein, entre Beyoncé et Lana Del Rey, c'est la question traditionnelle. Franchement, Lana Del Rey, je connais à peine. J'ai eu trop peur. Ah non, mais J'ai cru que t'allais... Wow, j'ai eu trop peur. Non, Je me rassure. Mais bon, C'est tu pas dis trop la mon- vérité. Tu dis Ouais. la... Plus Francis Cabrel et Nino. Ok, Ouais. ok. J'aimerais bien un feat entre les deux. Cabrel, Cabrel et Nino. Cabrel, il est vivant, ouais. oh, putain. Ah ouais, Cabrel, on pense à lui, Francis. Salut. De là où t'es. Et Ouais. Nino. Cabrel, ok. Nino, ça serait un Je sais pas banger de lequel. malade. Ah ouais. Ouais. Il chante quoi, Cabrel, et il chante quoi, Nino? En fait, je crois que les Et deux, Cabrel, je suis c'est désolé. si, C'est la Cabrel. cabane au fond du jardin. Ah oui, Ok. oui, petite Marie et tout. Mhm. Et Nino, c'est. Tu connais Je pas sais Nino? Moi, je suis pas Après, tu viens nous jouer le jeune ici? Ah Attends, non, non, Nino, mais c'est le attends. numéro 1 du rap français. Voilà, t'as dit. J'espère qu'en commentaire, vous connaissez mieux Nino. Allez, maintenant, je suis là pour vous représenter, vous, le chat. Et là, c'est le moment de prouver que je suis pas tout seul à pas être fan de Cabrel ni de Nino, quoi. Un quiz mort ou non? Ah ouais. Ah, Grand bain avec Cabrel. Faiza, elle connaît. Grand bain avec Cabrel, ça Oui, serait mais fou. Faiza. Excuse-moi. Bref, c'était l'intermède musical. Voilà. Et ben, on va faire l'intermède lecture. Mm. On l'a fait maintenant, comme ça va en même temps. Cabrel, c'est le head. Castor, raconte-nous une Incroyable. histoire. Même Alors. une histoire. Voilà, on va mettre dans le chat les choix. Comme chaque semaine, on demande à nos invités de nous... Il y a même Sarah Béni... Ah non, c'est Sarah Ichou. Mais il y a... Sarah Ichou qui est la directrice du Bondi Blog. Mais ouais, mais il y a... En fait, t'as ramené toute ta Il y a des commu guests, là, et ouais, tout. Il y a des guests dans le guests. chat, là. C'est incroyable. À quand le blind test Mediapart? Très bonne idée pour Twitch. Ouh, tout à fait, pour se faire ban, on peut pas. Ah, il y a des On peut droits. pas, mais on peut SACEM. pas. Moi, même quand on propose aux gens Mm. de dire leur musique préférée ou la musique qu'ils écoutent en ce moment, on ne peut pas mettre les extraits sans que ça se fasse Eh striker. ben, Jeff Bezos. Il est fort, hein. Ouais. Il est très fort. Donc, on en était à Père Castor. Hop, je le mets dans le chat comme ça. Vous avez en même temps les liens. Exactement. Et le premier que tu as choisi, c'est l'enragé. Ouais, mais je m'appelle pas Martine, il y a écrit Martine. Allez, j'ai oublié de Tu veux que chanter. j'imite Martine Orange? Allez. Ouais. Je dis une chose, vous le répétez à personne. Ouais. J'étais chez moi, en télétravail. J'écoute la conférence de rédaction, parce qu'on peut être en visio pendant la conférence de rédaction, avec une copine qui travaille à côté. Martine Orange prend la parole, et ma pote me regarde, dit pourquoi il y a un petit garçon de dessin animé qui prend la parole. Chaud. Et franchement, j'ai fermé les yeux, et c'est vrai. Ah, Martine, Voilà. elle est légendaire. Mais alors plus que légendaire, et moi je suis très très triste parce que genre la vidéo de la semaine dernière a pas fait des bons chiffres alors que l'émission est hyper intéressante sur l'énergie. Martine légendaire. Et franchement, si vous l'avez pas encore faite, regardez-la, partagez-la et voilà parce que c'est vraiment passionnant. Donc on en était à l'enragé. Ouais. Sur Raconte-nous. Chalandon. Ouais. Je l'ai pas avec moi, c'est dommage, tu m'as pris au dépourvu. Trop dépourvu, ça fait depuis octobre que j'essaie de l'inviter, que je lui ai envoyé 10 mails. Ah oui. Ce mec était un menteur. Mais hein. ma vie va au jour le jour, c'est-à-dire j'ai découvert mentalement aujourd'hui que je faisais ça. Ok, donc. Ouais, donc je vais à la librairie Les Mots Passants à Aubervilliers, on salue dédicace. J'y vais, je regarde un peu ce qu'il y a et tout. J'avais lu sur Chalandon, c'est Faiza, ma conseillère littéraire, je regarde. C'est Faiza, elle a une culture littéraire immense. Présente d'ailleurs avec Antoine Perrault, Tire ta langue, dans Mediapart. Et donc, bref, elle m'avait déjà parlé sur Chalandon, j'avais lu, j'avais kiffé. Et donc, je suis allé lire son dernier livre. Ça parle, en fait, c'est une vraie histoire à la base qu'il a romancé. C'est son propre, quoi. Il est à la fois journaliste et écrivain. Donc, c'est l'histoire d'un garçon qui est dans un centre d'éducation surveillée à Belle-Île. En fait, c'est une colonie pour gamins, pour une colonie pénitentiaire. Pour des gamins qui ont... soit qui ont été abandonnés par leurs parents, ou qui ont fait des bêtises, etc. etc. Et il raconte à la fois l'histoire de cette colonie pénitentiaire qui existait, en fait. Lui, c'est ça il a raconté à quel point ça l'avait marqué quand il avait découvert ces genres de prisons pour enfants. Il raconte aussi la révolte de ces gamins qui a existé aussi. Et il raconte ensuite, je ne vais pas spoiler pour ceux qui vont lire, mais franchement, sur Chalandon, c'est très, 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 très fort. C'est-à-dire que c'est hyper social, hyper politique, hyper littéraire, hyper journalistique. Il cumule un peu tout ça. Et le début, je le dis pour ceux qui vont lire, le début un peu relou. Voilà, Sorge, si tu nous écoutes. Le début, j'ai dit, quand même, j'ai du mal à rentrer dedans. C'est bizarre venant de lui. Et au bout de 40 pages, j'ai jamais goûté le caviar, mais je pense que c'est du caviar littéraire. Je crois que j'ai jamais goûté le C'est caviar. Désolé. du tacos littéraire. Oh, wow. Ouais. Du tacos littéraire. Ouais. Ouais, c'est vrai que la première bouchée du tacos, toi.
pas ouf. En fait, je mange jamais de tacos. Ouais, moi non plus. Ouais. Bah, on va chercher une métaphore trouve, culinaire, on ouais. revient vers vous. On met tu veux qu'on mette on peut faire la petite pause. Hop. C'était une blague. Il n'a pas trouvé. T'as pas trouvé la cul. Non, j'ai pas trouvé. Et le deuxième livre, la semaine dernière, Martine Orange est venue ici, elle a dit non, je vais pas faire le livre de mon collègue Laurent Mauduit, ce serait du conflit d'intérêt. Toi, tu n'as pas peur On du s'en conflit fout des d'intérêt. conflits d'intérêt. Vous l'aurez entendu sur Mediapart. Il vous propose. Martine, elle a une déontologie que je n'ai pas. Moi, c'est le S. Nejma Brahim. Nejma Brahim, c'est notre collègue qui s'occupe des migrations à Mediapart, au pôle international. Son dernier bouquin, 2 € de l'heure, en fait, elle raconte, s'appelle La face cachée de l'intégration à la française. Et elle raconte ce qu'on appelle les travailleurs de l'ombre, ceux dont on a beaucoup parlé dans le Covid, ces étrangers qui bossent en France pour souvent pas grand-chose, parfois sans contrat, parfois sans papier. Elle raconte tout ça. Elle raconte, elle met des visages, des parcours, des prénoms, du quotidien, de la vie, quoi, de la chair, derrière ces trucs qu'on voit dans des rapports ou qui paraissent un peu abstraits pour nous. Donc c'est ce bouquin, Au Seuil, 2 € de l'heure. Franchement, j'en profite pour dire à quel point Nejma fait un travail exceptionnel à Mediapart. On avait bossé ensemble au Bon du Bloc quand j'étais rédacteur en chef. Je la trouvais déjà brillante. Et ce qu'elle fait à Mediapart, franchement, en termes de reportage, la façon dont elle raconte aujourd'hui ce qu'est l'immigration, ce que sont les migrations à l'échelle humaine, quoi, à l'échelle des parcours de vie. Voilà, elle est partie à bord de l'Ocean Viking, elle est partie en reportage en Algérie, en France, partout. Elle a raconté les visages et les contours et les parcours de cette immigration. Donc franchement, SO, comme on dit aujourd'hui, gros big up et un grand hommage à son travail, puisque c'est quelqu'un à la fois de très bien, c'est mon ami, mais de très compétent et c'est vraiment bien qu'on l'ait à Mediapart. Waouh. Voilà. Franchement, je trouve ça trop beau, parce Ouais. qu'en plus, c'est vrai. Si vous avez des questions par exemple que j'aurais ratées dans le flow, etc. ou quoi, c'est le moment. Après, si t'as envie d'aller, j'allais dire dormir, mais regarder si le remaniement s'est pas passé. Non. C'est pas, non. Je regarde mon Tu téléphone regardes discrètement depuis tout à l'heure. Ah mais ouais. Rien ne se passe. Non, je pense pas. Est-ce que si vous avez des nouvelles questions sur le Xavier Bertrand? Non, mais en fait, cette émission, c'est on drop des names Ah ouais, de gens un petit peu oubliés. c'est chaud. Hein. Xavier Bertrand, mais d'ailleurs, lui, il a été élu dans le Nord, non? Ouais, il est hier. président de région depuis 2015. C'est vrai qu'on entendait beaucoup parler de lui à un moment. Oh, en fait, il a dit, on parle de lui, je pense, parce qu'hier, il y a quelques jours, il a dit qu'il serait candidat en 2027 encore. Ah ouais. Moi, j'ai beaucoup suivi la droite, donc j'ai une passion. Je pourrais Bah parler ouais. 30 minutes de Xavier Bertrand. Mais je pense que ça va saouler tout le monde. Le candidat à droite aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez. Il a le parti avec lui. Il a la quasi-totalité des élus locaux, des grands élus locaux et tout. Mais Xavier Bertrand, il essaie de le concurrencer. Sauf que, est-ce qu'il y a vraiment la place encore pour un candidat de droite alors qu'il y aura un post-macroniste, un Édouard Philippe, un Gabriel Attal ou je ne sais qui? C'est la grande question. Valérie Pécresse, elle a essayé. Comment ils disent Chevalier Las Palais? Il y en a qui ont essayé. Il a eu des problèmes. Et ils ont eu des problèmes. Voilà. C'est ce que tu m'obliges à faire. En fait, c'est un piège. C'est pour montrer qu'en fait, je ne connais pas Nino, mais je Non, mais connais, comme ça va de c'était Chevalier Nino Las dont on Palais. parlait. Parce que Ouais. tu viens nous jouer le jeune, ouais, je sais pas quoi. Tu connais mieux Chevalier Las Palais que Nino. C'est terrible. Voilà. C'était un piège, je suis tombé dedans. Ilyes a suivi la droite, on n'est pas jaloux, super. Génial comme expérience professionnelle. Alors, J'ai adoré. va-t-on finir par retrouver Christophe Béchu? Il est plus au gouvernement, Béchu? Si. Mais si. Et là, il a été déjà. Ah ouais, lui, il est plus que Mais jamais si, ministre. il est Ministre de la ouais. transition écologique. Il fait partie de la team formée à la Manif pour tous, non? Il me semble, enfin, pour former. C'est Oh. un des. Oui, à Angers, il y a eu Je sais plus, ils notamment sont- une campagne publicitaire Ah oui, c'était ça, ouais. Oui, qui a fait jaser dans les chaumières. Tout comme on à dit. fait. Ouais. Comme on dit sur Radio Courtoisie. Robert Hue, ouais, non, mais en fait, je vous ai Arrêtez dit de avec- poser des Oh. questions, pas juste Quoi dire. de neuf du côté d'Hervé Morin? Non, mais Non, moi, mais je c'est- refuse de répondre à ça. Non, mais avec tout mon Ah respect. si, moi j'ai. Amadeosaurus? Non. Comment il s'appelle celui qui avait fait le plan banlieue là, Borloo?
Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, est-ce que c'est pas demain, est-ce qu'on va pas voir Jean-Louis Borloo arriver? Ah non, il veut pas. Non? Non, il veut pas. Parce qu'en termes de genre, on ressort un sarkozyste. Ah, Jean-Louis Borloo, c'est pas vraiment un famous. sarkozyste. Non, hein. mais un de la période 2007. Ah oui. Tu vois, genre, Ah oui, en mode, Jean-Louis vu que Borloo. là, c'est le Jean-Louis recyclage. Borloo, c'est... Non. Attention, Jean-Louis Borloo, sur les questions, par exemple, de banlieue, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, si demain il arrive sur cette question, tous les élus locaux de France sont hyper contents. Mais oui. Et y compris les militants associatifs, une bonne partie d'entre eux. Donc, je pense que Jean-Luc Borloo est comme beaucoup de gens qui ont un peu fait de terrain, etc., catastrophés par l'état actuel du gouvernement. Ah ouais. Il y a une bonne définition de la politique. C'est qui ça? Est-ce que la... Attends, c'est où? C'était Afon. Si j'ai bien compris, nous dit Afon, la politique, c'est décider entre soi de quoi satisfaire suffisamment d'électeurs et électrices pour garder le pouvoir entre potes. Il y a quand même quelque chose d'assez vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les questions d'opinion, d'électorat, de prochaines élections, de succès dans tel secteur de l'opinion, de telle mesure, elles ont pris une place démesurée avec la communication et le marketing politique. C'est un peu déprimant parfois quand on est journaliste politique, pour ne rien vous cacher. On essaye, nous, de remettre un peu les idées, les conséquences concrètes des politiques publiques au cœur de notre couverture. Mais c'est vrai qu'on est obligé de, pour vous servir, d'apprendre et de fréquenter ce milieu-là qui parfois est un peu, comment dire, décourageant. Ouais, il y a Lune virtuelle qui dit Borloo avec le curseur qui s'est tellement déplacé vers la droite, il est presque de gauche. Est-ce que tu crois à cette théorie de la fenêtre d'Overton, très à droite, etc. Non, mais c'est sûr que c'est comme Jacques Toubon qui se retrouve, qui était un chiracien pur et dur, très à droite. Qui a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, il a voté contre la fin de la peine de mort, il était contre le Pax. Non, genre, c'était la vraie droite, quoi. N'en jetez plus. Et qui se retrouve aujourd'hui à gauche d'Emmanuel Macron et à défendre quelques valeurs un peu fondamentales qui le font passer pour un gauchiste, mais qui étaient un gaulliste. Entre gaulliste et gauchiste. Peut-être on trouve quelque chose. C'est un beau débat, ça, dans le à l'air libre. Gauchiste ou gaulliste? Un quiz. Allez, je propose des idées, les boîtes droite et gauche. Non, mais c'est vrai, hein, on va t'embaucher. Le mec n'avait pas tout bon. Si, évidemment qu'il avait tout bon, Tariq. Respectez-le quand même. Hein. Il connaît pas Nino, mais il connaît Jacques Toubon. Borloo, non, ça on l'avait. Comment la gauche est-elle vue par la majorité, la droite? Mal. Ça dépend, quelle gauche? Oui, mais en fait, ils disent tout le temps, oui, le Parti socialiste, eux, ça va. En fait, aujourd'hui, ils sont tellement biberonnés aux éléments de langage, ils ont tellement appris la haine, notamment de la France insoumise, qu'ils l'ont intégré chez une bonne partie des ministres, des conseillers, des députés avec qui on parle. La gauche dérive, la gauche est je ne sais quoi, la gauche est communautariste, clientéliste. Et justement là-dessus, est-ce que, là on a parlé de la loi immigration qui a un petit peu fracturé légèrement la Macronie, même sans qu'il y ait beaucoup d'effets, est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment la question de la guerre au Proche-Orient? Est-ce que même sur d'autres questions, est-ce qu'ils ont des désaccords? Est-ce qu'il y a un espace pour poser ces désaccords au sein de la majorité? Oui. Oui. Première chose, il y a quand même une culture chez Emmanuel Macron. En 2007, il fait arriver toute une génération d'élus qui n'ont jamais fait de politique avant, qui ont plutôt une culture du privé et de l'entreprise. Dans le fonctionnement, la Macronie, c'est une culture plus proche du privé que ce qu'on a connu avant en politique. C'est une culture... des éléments de langage, du market, chef de projet, des tableaux, des objectifs, des mots en anglais toutes les 2 phrases, faut délivrer, etc., etc. Donc les désaccords, ils s'expriment pas beaucoup. C'est des gens qui doivent tout à Emmanuel Macron, qui leur rappelle assez régulièrement. Donc les désaccords, ils s'expriment quand même à très très bas bruit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement quand même certains sujets qui récemment ont divisé la majorité. Le Proche-Orient, c'est un bon exemple. Il y a eu effectivement un groupe très actif de députés qui a été très en soutien à Israël dès le début de la riposte après le 7 octobre. Il y a eu un groupe beaucoup plus nombreux, mais beaucoup plus silencieux, qui a été très gêné par l'argumentation, l'activisme, une forme de violence verbale de ce petit groupe de députés, qui est pas insignifiant. Il y a quand même
la présidente de l'Assemblée nationale, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, etc. Et il y a eu une forme de gêne, notamment, voilà, il y a un traumatisme après le 7 octobre, il y a la crainte de la résurgence de l'antisémitisme, qui font que ces gens-là ne l'ont pas exprimé. Il y a un excellent article de Pauline Grohl sur les faucons de la majorité, en écho à certains débats qu'il y a eu aux États-Unis, notamment, qui raconte ça, qui raconte à quel point, dans la majo, ça a à la fois gêné et à la fois personne ne l'a exprimé vraiment clairement. C'est un peu arrivé après, et aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent que le président de la République est trop silencieux sur ce qui se passe à Gaza, mais qui ne le disent pas très fort. Ok, trop bien. Bon, bah écoutez, moi, je vais voir la NUPES qui est pas très soudée en ce moment. Ouais, toi, tu traites la majorité, mais Ah bah oui, bien sûr. Non, mais évidemment que chaque coin dans la division entre les partis de gauche est accueilli avec un grand enthousiasme dans la majorité. Que restera-t-il? Ce sera peut-être une petite question de la fin. Que restera-t-il du macronisme en 2027? C'est une bonne question. Une des questions, c'est est-ce qu'on reste à un schéma politique où ce qu'on appelle la tripartition, où il y a un bloc de gauche, parfois divisé, parfois uni, un bloc d'extrême droite, parfois divisé, parfois uni, et un bloc central, macroniste ou post-macroniste, ou est-ce qu'on revient à un schéma classique où il y a un candidat issu du macronisme qui vient de la droite et un candidat issu, ou en tout cas une gauche qui se reconstitue soit avec Jean-Luc Mélenchon, soit avec un autre candidat, c'est le pari des socialistes, c'est le pari de François Hollande, de Bernard Cazeneuve et d'autres. Et dans ce cas-là, on revient à un truc gauche-droite avec une gauche plus radicale et avec l'extrême droite qui est aujourd'hui à 30%, si ce n'est plus. Ça, c'est la grande question. Sachant qu'effectivement, le bloc central est aujourd'hui à droite dans son programme politique, dans son socle idéologique. Et il y a la question du casting. Qui est capable aujourd'hui, c'est leur obsession un peu, qui est capable aujourd'hui de battre Marine Le Pen? C'est ce qu'ils formulent souvent. Édouard Philippe, Gabriel Attal, c'est les noms qui reviennent le plus. Maintenant, 2027, c'est loin. Tous les deux sont très loin d'avoir construit une vraie candidature à la présidentielle. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de le dire. Jospin, sauveur de la gauche, Terence nous dit. Mais d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de comment tu travailles. Enfin, on a parlé du remaniement parce que c'est le sujet et tout. Mais comment... j'ai l'impression que sur la politique, plus que sur beaucoup de sujets, bah forcément, tu as tes opinions, tes avis, etc. Comment tu fais la frontière entre ton travail, tes opinions, etc. Est-ce que tu es de droite pour suivre la droite? Oui, d'une droite gaulliste conservatrice. C'est la droite gauchiste, la fameuse. Non, alors ouais, ça pourrait faire 30 minutes, donc je vais essayer de le faire en 30 secondes. Tu peux le faire en 3. On coupe la poire en... C'est une négociation. Voilà, je te le fais à 2,30, c'est pour ça. On arrive... moi, je suis contre et je pense que c'est faux d'inventer un journalisme totalement délesté d'opinion. On est ce qu'on est. Moi, quand j'arrive à Mediapart ou quand je travaille tout simplement comme journaliste, je suis avec une histoire personnelle, des convictions, une vie en parallèle du journalisme, etc. Et je m'en déleste pas quand j'écris mes articles. Il y a deux choses après. Il y a la ligne éditoriale du journal dans laquelle on travaille. Et à Mediapart, on assume un certain nombre d'engagements. On assume sur la question des migrations, sur la question de l'égalité. On assume un certain nombre d'engagements depuis la création du journal, avant même que j'y sois. Donc, moi, je fais avec ce que je suis, mon histoire personnelle, la ligne éditoriale du journal, et, troisièmement, une honnêteté journalistique, une rigueur, une déontologie, une éthique, qui sont vraiment, c'est pas que des mots au creux, quoi. C'est vraiment important. Une fois qu'on mixe tout ça, en fait, on travaille très facilement. Quand je vais interviewer une personnalité de droite, quand je travaille avec la droite, j'arrive avec les trois. J'arrive avec Mediapart et sa ligne éditoriale. J'arrive avec ce que je suis, dont je ne me cache pas. Mais j'arrive aussi avec une rigueur qui fait que je leur donne la parole, il n'y a pas de jugement de valeur, je retranscris honnêtement leurs propos, je questionne sincèrement leur discours, leur programme, etc., etc. Une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a ces trois éléments, je pense qu'on peut travailler sans s'inventer une fausse objectivité, neutralité absolue, etc. On est honnête, on est objectif, on n'est pas neutre, c'est faux.
Donc voilà comment j'essaie de mixer un peu tout ça. Sartek. Trop bien. Eh bien, écoutez, moi, ce que j'ai à vous dire, on s'arrête là. T'as un mot de la fin? C'est bon, c'était bien comme mot de la fin. Au revoir. Voilà. Moi, je dois juste vous annoncer, comme à chaque fois je le fais, mais évidemment, j'ai pas du tout suivi mes fiches aujourd'hui. C'est vraiment freestyle. Il y avait rien. Ouais, oui, mais c'est bien aussi. Tu veux annoncer quoi? Là, moi, je vends une Clio 4. Année, Est-ce que c'est véridique? Bah, si quelqu'un la prend à un bon prix, je peux la vendre. Ok. Donc, t'as une voiture. Ouais, c'est un SUV ou c'est pas un SUV? Non, c'est pas un SUV. Anne Hidalgo, elle a dit. J'ai pas les moyens et pas l'envie de Et les prendre un Français. SUV. Mais en fait, quand t'es banlieusard, sans voiture. Allez, on en revient, on refait les gilets jaunes. Ah non, c'est bon. Allez, non, je devais annoncer à l'air libre. Enfin, je me fais le plaisir d'annoncer à l'air libre. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez écouté les conseils de la semaine dernière, parce que je vous conseille de regarder une émission avec Sylvie Laurent. Sylvie Laurent. Sylvie Laurent. Ouais, très bonne. Et l'émission était vraiment chouette sur les liens entre la race et la classe. Je conseille cette émission en replay et de la repartager. Qu'est-ce que tu... Il est en train d'écrire sur le... Bon, très bien. Non, je réponds parce qu'il a dit 4-3-3 ou 3-5-2 et j'ai répondu sur mon système préféré. Très bien. Vous parlez entre extraterrestres. C'est du foot, c'est ça, Ouais. hein, ça, j'ai quand même un peu... Ça va, t'as des bases. Ouais, bref, j'allais raconter ma life encore. En fait, c'est toi qui me fais parler Sylvie Laurent. plus que l'inverse. Allez, Sylvie allez. Laurent, c'était trop bien. Donc ça, c'est en replay à regarder et partager. Et cette semaine, ça a été compliqué avec les collègues de bien comprendre s'il y avait 2 émissions ou 3. J'annonce les 3, mais peut-être que selon l'actu, tout va changer et tout. Mais on a une émission sur agriculture. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je crois, ouais. Donc, qui est demain. Ensuite, il y a normalement une émission Palestine. Ouais, mais qui sera diffusée plus tard dans la semaine, je pense. Jeudi, Pas normalement. Pas Je sûr. pense diffusée plus tard. Et vendredi, on m'a dit jeudi, vendredi, il y a une émission logement. C'est moi qui présente. Ça, C'est je toi sais. qui présente? Ouais, logement social, c'est moi. Alors, Ouais. tu es présentateur d'Alerte Libre. Bah, je sais pas pourquoi on m'a mis là. Ah ouais, Là, je suis employé du mois, moi, je fais tout ce qu'on me dit. c'est incroyable. Ouais. D'ailleurs, va falloir commencer à éteindre et passer un petit coup de balai. Donc voilà, regardez à l'air libre. Merci. Si vous avez des derniers mots à dire un peu, est-ce que tu débats avec les interlocuteurs lors d'un truc formel? Ouais. Un peu. Un peu. Ouais, ouais. Eh bien, écoutez, merci un peu à tout le Tariq, monde. c'est ça le mot de la fin. Aonyme, qui veut dire anonyme. Tariq, juste pour dire que Tariq, tu es le meilleur. Tu es meilleur de stream en stream. Et ça, c'est beau. Bah, c'est bien Et ça te gentil. donne envie de J'essaie de... chialer. Ouais, ça fout les poils. Bah, merci à tous, en tout cas, c'était cool. Merci beaucoup, Tariq. Trop bien. Tu reviens quand tu peux. Avec plaisir. J'allais dire quand tu veux, mais non, parce qu'on a un programme. Ouais, je reviens. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, je l'ai déjà annoncé dans l'émission. Ouais, vous faites bien de me faire penser au raid. J'ai lu un petit rail. Je me suis dit, oula. Ouais, Enfin, Terrence. En plus, Terrence, on l'a déjà croisé au festival à Bruxelles, figure-toi. Sans coke. Il est plus efficace que moi dans le chat. Le vrai. Et non, il n'y avait pas de drogue. Nous ne sommes pas comme les députés de l'Assemblée nationale qui cachent dans les verres des choses. On se rappelle de cette histoire aussi. Je sais pas ce qu'il devient. Rai, là, c'est... Bon, bref, on arrête. Et qu'est-ce que je veux dire? Semaine prochaine, vous retrouvez Anna avec Simon Toupet. Bonne soirée tout le monde. Prenez soin de vous et à demain pour le remaniement. Ciao.